Messieurs, merci d'être présents aujourd'hui à la première édition du podcast Derrière le Playbook. On est ici aujourd'hui pour parler de RPOs. La journée va être divisée en deux segments. On va commencer avec un segment plus personnel où je vais vous inviter à tour de rôle à parler sur vos expériences avec les RPOs. On va par la suite se diriger vers un segment plus collectif, un semblant de table ronde où on va parler plus précisément d'X's and O's. Donc, je vais commencer avec Coach Surprenant. Ma première question pour toi, que vous allez pouvoir répondre par la suite, Coach Dumoulin et Coach Bois. Quel est le premier RPO que tu as installé et c'était quoi la réaction des autres équipes quand tu l'as sorti en match? Écoute, bravo pour l'initiative, Coach Noël, c'est super. Je pense que ça va être bon pour la communauté québécoise, certainement pour partager de l'information comme on va le faire. Moi, pour ma part, c'est sûr que dans le fond, j'ai commencé tout de suite là, en faisant des RPO dès ma première année comme commentateur offensif. Fait qu'on parle de 2013, le premier en tant que tel, on parle du bon vieux zone read où on lisait le backside defensive end. On taguait des trucs. À l'époque, j'avais des choses assez simples que je taguais, des choses qui étaient built-in dans le système. Mais je me souviens particulièrement d'un match contre André Grasset en demi-finale où on a gagné, je pense, 39-38 sur un Hail Mary, genre dernier jeu du match. Puis, on les avait juste roulés en roulant formation 23, inside zone vers le côté court du terrain. On lisait le defensive end. Puis, le defensive end, c'était comme clairement, dans ce temps-là, c'était pas des gars qui étaient habitués à jouer les situations de 50-50. Fait que, on avait poulé la balle puis lancé un backside smash à outrance pendant une bonne partie du match. Ça avait été un gros succès pour nous. Puis je pense que les deux offensives avaient défoncé les défensives. Là, fait que ça avait été un match vraiment excitant à regarder. Mais pour moi, c'est vraiment le premier souvenir qui me vient en tête. Puis total, aucune réaction de la défensive dans le sens que c'est comme s'il n'y avait pas de réponse. Puis si c'était couverture 3, on frappait le hang route au sideline ou ça nous donnait un first down à chaque fois parce que l'halfback n'était jamais capable de se rendre là. Puis si c'était man, là, on le faisait encore plus mal parce qu'on frappait le corner out à chaque fois. C'était un de mes meilleurs receveurs, Charles-Olivier Bérubé, qui était là à l'époque, qui jouait à l'intérieur, qui a fait quelques années avec le Rouge et Or après ça. Fait que, c'était très difficile pour eux. D'un côté, l'halfback n'était pas capable de pousser au flat, puis il n'était pas capable non plus de jouer man-to-man avec un de nos meilleurs gars. Puis il n'y a juste jamais eu de réaction. Fait que je pense qu'à cette époque-là, ça avait été vraiment un élément clé dans notre première présence au Bol d'Or à l'époque à Saint-Jean depuis plusieurs années. Coach Dumoulin, je te renvoie la balle avec la même question que Coach Surprenant. Ouais. Moi, 2012. 2012, dans le fond, je vois quand même beaucoup de gap scheme à l'époque. Fait que le zone read, j'en faisais, mais pas encore taguer des choses backside. Ce que j'avais au niveau de Fiverr, quand j'avais 10 ans, c'était surtout tout ce qui était now screen sur le numéro 3 qui jouait 50-50. Pre-snap. C'était pas post-snap read, il n'y avait pas de right and off, il n'y avait pas. On n'avait pas le temps de rider pour regarder ce gars-là parce que le Seagull Defender était free. Puis à chaque fois que j'étais en gap scheme, c'était surtout pour attaquer les contours défensifs pre-snap. À l'époque, c'était peut-être un peu moins caché. On avait beaucoup de couverture 3 cut, couverture 3 hold, toutes ces choses-là où il y avait du 4. On voyait pre-snap beaucoup, donc je taguais juste des hitch routes. Attends, de mon numéro 1, numéro 2. Si on avait du cut sur le contour, QB faisait juste punch puis il lançait ça tout de suite. Même chose qu'avec un self-defender comme corner, qui peut pas être un out ou un hook. Ça a vraiment commencé comme ça. Là. Je ne faisais même pas de conflict player encore, surtout gap scheme. Je ne pensais même pas encore vraiment. Je savais que ça se faisait, mais je ne mettais pas de temps là-dessus. J'étais plus sur le joueur qui était 50-50 quand j'étais en 5R ou en 32-41. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Puis moi, à l'époque, j'avais commencé en Division 3 aussi. Là. C'est quelque chose qui avait. À l'époque, il y avait Max Bérubé qui faisait ça à Valley. On était dans la même division. Je pense qu'on était pas mal les deux équipes qui faisaient ça à cette époque-là. Puis même là, c'était pas quelque chose qui se voyait beaucoup. Ouais. Coach Bois? Moi, de mon côté, dans le fond, on a commencé en 2006, un peu comme coach surprenant, à incorporer juste lire le backside end sur des zone read. Toutes les semaines, on préparait des beaters de coverage sur les contours qu'on allait avoir. Là. Graduellement, en 2006, c'était un peu plus tough. 2007, ça a commencé à lever. En 2008, on a commencé à faire un petit peu comme coach Dumoulin, parce qu'on gardait nos zone read backside, mais frontside, on avait des gratuités
qu'on commençait à apprendre. Souvent, on avait c'était built-in, on avait mettons, des bubbles, des hitch du côté playside, puis backside, on continuait de lire le N. On a commencé à faire aussi du second level RPO, dans le fond, en 2011, où on c'était plus le typique draw stick là, du air raid, nous, on le faisait en quads. Mais c'était vraiment raw, on l'a pas roulé tant que ça. On l'a roulé plus l'année d'après, à la première année quand j'étais allé à McGill. Au niveau de second level, par la suite, l'été suivant, en 2012, à Team Québec, là, on a commencé à incorporer plus des conflict defenders en 5 hours, où on lisait le wheel et on avait des backside slants. C'est un petit peu là que ça a commencé mon évolution avec le second level. Là. J'imagine le pauvre DN en 2006 qui pense qu'il n'est pas bloqué, puis là, il dit hey, je vais aller saquer le carrière, puis finalement, il se fait option à chaque jeu, puis il doit encore en faire des cauchemars parce qu'en 2006, là, c'était pas répandu. Je veux dire, je pense que tout le monde était quasiment encore en high form au niveau secondaire, puis on pendait la balle, puis j'imagine juste le DN qui unblocked à chaque jeu, qui est comme je vais faire un jeu, puis il fait jamais la bonne décision, il devait faire des cauchemars, le pauvre petit. D'après moi, en date d'aujourd'hui, il ne comprend pas encore ce qui s'est passé. Non, c'est ça. Lui, il a lâché le football après cette game-là, puis il a dit je vais jamais rejouer. C'est pas les années de Tebow? Pardon? 2006, c'est pas les années d'Urban à Florida, ça? Dans le fond, j'avais commencé à essayer de faire un peu de stock d'Urban puis de Rich Rodriguez quand j'étais allé en France en 2005. En 2006, quand je devenais coach à Gardon, chez Carter France Maritime, j'ai commencé à incorporer un petit peu des trucs comme ça. Mais je te dirais que les backsides, c'est zone read. Il y en avait déjà dans CFL un petit peu dans ce temps-là déjà. Fait que c'est un petit peu là l'influence que j'avais eue. Je pense même que Justin avait commencé à en faire aussi. Puis je parlais beaucoup avec Joe à ce niveau-là. Puis Laval, je pense, avait commencé après dans ces années-là à utiliser là, des zone read aussi. Là. J'imagine que tu as dû avoir un succès monstre avec ça. Coach Bois, je vais te laisser la parole pour la deuxième question. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'adopter les RPO? Dans le fond, je trouvais qu'au niveau du football canadien, c'était peut-être plus adapté. Aux États-Unis, au niveau du spread, c'était beaucoup de triple option, beaucoup de un petit peu à ce niveau-là, au Québec, souvent on avait juste un carrière qui n'était pas pire. Des fois, c'était pas nécessairement des coureurs. À ce moment-là, on mettait peut-être pas nos meilleurs athlètes comme carrière. Fait que les gars qui sortaient du high school, c'était des fois plus comme des passeurs. Fait que ça faisait en sorte que c'était plus facile peut-être de commencer comme ça que d'arriver comme faire triple option. Je pense que c'était moins time consuming. Souvent, ce qu'on faisait, on avait une séance le mercredi où on travaillait tous nos beaters avant pratique de gauche-droite, puis ça travaillait. Le reste du temps, on faisait les autres choses qu'on avait à faire. Là. Je sais pas si j'ai répondu à la question, par exemple. Oui, quand même, oui. Okay. Coach Dumoulin? La question, c'est exactement. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'adopter les RPOs? Ouais. Mais c'est sûr que je pense que, a priori, la première fois que tu regardes ça, tu te dis, wow, c'est beau et whatever, mais après ça, tu tombes à être un peu plus curieux pourquoi ces attaques-là ont plus de succès que les autres. Ça se fait de différentes façons aussi. Il y a plein de comment je peux dire ça? Il y a plein de pensées du monde qui pensent différemment là-dessus. Puis, c'est sûr et certain que nous, comme aussi, on veut mettre des points, là, on veut profiter des faiblesses. Puis, je pense que ça. Moi, souvent, quand j'ai commencé à faire ça, puis à dire, OK, c'est là-dessus que je vais m'en aller, c'est que trop souvent, je regardais du tape, puis je me disais, c'est bien trop facile à voir, mais c'est pas calé. Comme, tout le monde le sait qu'on pourrait faire ça, mais le call s'est fait avant de voir l'alignement défensif. Puis là, à chaque fois, je me disais ça, puis là, on perdait des matchs, je me disais, bah, OK, on perd ça, puis, mettons, Red Zone, on se score pas, mais j'ai fait ça. C'est toutes ces choses-là qui m'ont amené à pousser mes recherches autour de ça, là, puis après ça, de voir upgrade à chaque année. Puis, dans le fond, c'est en faisant du film et en voyant ce qui se faisait aussi là, aux États-Unis que j'ai décidé de me mettre là-dedans. Puis, j'ai vu des carrières marginales quand je commençais à étudier ça, avoir beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup plus que des carrières qui avaient beaucoup plus de talent, avec des équipes peut-être moins bonnes, puis qui bougeaient le ballon comme c'était pas croyable, puis que tu savais quand tu as joué contre eux, le talent n'est pas nécessairement là, mais il fallait que tu arrêtes leur attaque si tu veux gagner le match. T'sais. Donc, c'est à ce niveau-là, moi, que j'ai vraiment commencé à dire, OK, je vais mettre du temps là-dedans, puis c'est à partir de là que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'études là-dessus. C'est un bon point, ça, sur les carrières plus marginales, parce que surtout quand on a commencé à faire des RPOs, c'était vraiment noir ou blanc. C'était soit le linebacker, disons, de deuxième niveau, le linebacker se commet, je lance un backside slant derrière, ou il drop back, je remets la balle au porteur de ballon. Ça l'évitait à avoir à faire en sorte qu'il passait à son premier, à son deuxième, à son troisième, à son quatrième read, quelque chose qui pouvait être plus difficile pour lui à faire. C'est vraiment un bon point, ça.
Coach surprenant, je te lance la balle avec la même question. Ouais, puis je l'aime cette question-là parce que pour moi, ça a été. Je n'étais pas un gars d'attaque. Fait qu'en décembre 2012, je me fais engager à Saint-Jean, premier coach à temps plein, coordinateur offensif. Je n'ai jamais été en offense de ma vie. Fait que je commençais avec une page blanche, carrément, pas influencé par aucun système dans lequel j'avais joué ou whatever. Puis je me souviens à l'époque, j'avais contacté Pat, j'avais contacté Juice, j'avais contacté Dave Lessard. J'avais quand même rencontré la majorité des coordinateurs offensifs du RSEQ universitaire à l'époque. Puis j'avais pris des trucs de tout le monde, mais pour moi, c'était clair que ce que Pat m'avait jasé à ce moment-là, c'était comme ça m'avait comme ouvert les yeux sur quelque chose que je trouvais qui était comme plus smart, dans le sens où on a comme un petit peu parlé. Là. Pour moi, ça revient aux numbers. Puis je trouvais ça tellement simple et logique de me dire, je vais simplement mettre le ballon à l'endroit où on a toujours un avantage numérique favorable parce qu'à cette époque-là, à Saint-Jean, on n'était pas un powerhouse en des deux. Il faut que les gens se rappellent de ça. On était correct offensivement. On avait de la misère à mettre des points depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de défaites en série. Je cherchais comme quelque chose qui sortait de là. Puis je me souviens, c'est probablement Pat qui m'avait donné le tuyau. Je pense que c'était Exynos.com qui avait sorti une grosse étude sur le up-tempo, les systèmes de communication qui étaient reliés à ça. Puis dans le temps, le up-tempo était très relié au RPO. Là, ça venait un petit peu avec. Là. Pour moi, Chip Kelly, quand je regardais Oregon, ces affaires-là, ça me faisait triper bien raide. J'étais comme, wow, OK. Dans ma tête, c'était vraiment, OK, là, on va déranger la défensive avec un tempo rapide. Puis en plus, malgré le fait que ma O-line est ordinaire, puis mon QB est peut-être ordinaire, puis mes receveurs sont peut-être ordinaires, mais sais-tu quoi? On va mettre le ballon où on a des numbers, fait qu'on devrait être capable d'avoir des avantages. Puis, right away, pour nous autres, ça a été un déclic offensif où nos moyennes de verges, de snaps, de points ont explosé 2013, 2014, 2015, jusqu'à temps qu'on passe en Division 1. À chaque année, on pognait des strides incroyables. Là, c'est sûr qu'au fil du temps, je pense que le roster s'est amélioré aussi. On a commencé à jouer avec des joueurs de plus en plus de qualité, mais ça faisait qu'on allait chercher des résultats absolument fantastiques au niveau de la production offensive. Moi, Pat est définitivement un des gars qui m'a aidé à faire ce choix-là, mais dans ma tête, c'était vraiment obvious juste par des mathématiques très simples. Moi, j'ai juste quoi à ajouter là-dessus. Là. Tu parles de Pat. Moi, je me rappelle, c'est quand tu as dit, tu m'as écrit pour inviter et tout. Puis moi, j'ai dit, je ne sais pas si tu avais déjà contacté Pat. J'ai dit, c'est sûr qu'il faut que Pat Boss soit là parce que moi, je me rappelle d'une clinique à Montmorency quand je commençais à coacher collégial. Puis Pat était là, puis il donnait une clinique avec plusieurs coachs. Puis il a parlé de son QB Power pendant à peu près 1 heure de temps. Qu'est-ce qui taguait à ça? Je ne sais pas si tu étais là, Alex. Non. Et juste ça, puis là, il avait montré du tape de 12, à 12 joueurs. Je me suis dit, comme, au Québec, ça part de lui pas mal plus qu'autre chose, là, je te dirais. Là. Ça, je suis à la pour ça. Là. J'ai aidé, merci. Le OG des RPO puis du spread au Québec, tout le monde. Le OG. Coach Dumoulin. L'année, un gars qu'on ne parle pas beaucoup, puis c'est un gars qui pourrait être dans la conversation, pourrait en parler aussi avec nous autres, c'est Alain Cloutier là, de Jean Heard. C'est un gars que moi, j'ai changé beaucoup dans l'année, puis l'année qu'on a, on a gagné le Bol d'Or, les deux en 2008, lui à RSEQ, puis lui que je venais, moi, collégial. Mais c'était lui, on avait des offensives spread qu'on utilisait quand même beaucoup d'RPO, puis Alain, ce gars-là, il pourrait coacher universitaire, écœurant, puis il a déjà été s'asseoir une semaine avec des camps avec Noel Mazzoni quand Mazzoni était à UCLA. Puis, en tout cas, il a du gros knowledge. Puis, nice. Il devrait être mentionné dans la conversation. Peut-être qu'il passe un peu au-dessus du radar. Je n'ai pas coaché après de secondaire, mais c'est un stud. Là. Shout out, Coach Cloutier. Coach Dumoulin, je te laisse la parole pour la troisième et dernière question du segment personnel. Parle-nous un petit peu de l'évolution des RPO au fil du temps dans ton système. C'est comme je regarde des années en année, c'est drôle parce que quand le podcast, j'ai commencé à regarder mes films de 2012. Je regardais, j'étais là, c'est comme c'était pas beau, là, je me disais, wow, comme c'est sûr que il y a plusieurs écoles de pensée, comme moi, de mon attaque côté, moi j'aime beaucoup le gap scheme pour ce que ça l'amène dans l'attaque, ce que ça peut amener aussi sur les défensives.
je roule du zone aussi. On essaie d'être balancé là-dessus, mais toutes ces choses-là m'ont amené à penser aussi un peu plus loin. Parce que on a tout commencé avec le conflict player backside du zone, puis des choses comme ça. Puis je cherchais des moyens parce que beaucoup plus de one-eye, en tout cas au Canada, au collégial, là, beaucoup plus de one-eye. Fait que le conflict player, tu l'as tout le temps. C'est peu importe. Puis, c'est pour ça qu'avant le football, là, tu parlais de iPhone, puis tout, il y avait toujours le conflict player, puis le monde courait pareil. Dans le gap, dans le fond, backside au conflict player. Puis, je me suis juste amené à la question à comment je pouvais lire d'autres joueurs que je trouvais sur film que je pouvais attaquer ces joueurs-là, mais au moment opportun. Puis, c'est ce qui m'a amené à des fois à penser à amener un gap de plus pour le gap scheme, déplacer les gaps pour pouvoir être capable de lire un peu plus de joueurs et non juste le conflict player. Par la suite, je te dirais à partir de 2007, en 2016, dans le fond, j'étais coach à Lionel, puis je coachais aussi à l'école juvénile à Armand-Corbeil. Puis j'ai essayé plein de choses là, pour vrai. Je n'ai profité cette année-là pour essayer beaucoup de choses. Puis ça a confirmé beaucoup de choses pour moi à ce niveau-là. Puis là, j'ai commencé à jouer beaucoup plus avec les spacing, avec l'émotion suite à ça, pour trouver des choses. Puis après ça, ben, c'est juste de voir qu'est-ce que tu aimes, toi, puis qu'est-ce que tu penses qui peut être bon pour tes kids, puis pour ton carrière. Fait, à ce niveau-là, si je compare 2012 à là, c'est complètement le jour et la nuit. Maintenant, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Je vois des choses, je regarde des films, là, je regarde des bons commentaires offensifs au Québec aussi, dans le football à 12, voir qu'est-ce qu'ils font. J'essaie de me tenir plus à jour, mais ça évolue tellement rapidement, cette game-là, là, que des fois, tu fais juste un an en retard, tu fais j'aurais aimé ça de l'avoir contre ça quand tu perds un match ou des choses comme ça. Puis ça raconte après ton self-scout et des choses comme ça. Fait que c'est à ce niveau-là, on essaie d'être à jour le plus possible, mais le major, je pense, le changement majeur de 2012 à là, je te dirais que c'est tout ce qui est troisième niveau, alignement et spacing qui a changé dans mon système, là, qui a évolué le plus. Et le tempo, on en a, mais on n'est pas un fast-paced tempo tout le temps. Là, on l'a, mais ça fait partie de la game parce que justement, Alex en parlait tantôt, ça venait avec au départ. Là. Au départ, je vois plus vite que je joue là maintenant. Là, mais je le garde toujours, ce tempo-là, quand même, au cas où. Puis, mais ouais, je te dirais que tout ce qui s'est amélioré, c'est côté spacing, côté d'alignement, puis tout ce qui est en dehors des seven-man front, là, quand tu as deux backs. Merci, coach. Coach Bois, tu nous en as parlé. Coach Bois, tu nous en as parlé un petit peu. Je te laisse renchérir. Ouais, en fond, tu en avais parlé un petit peu jusqu'à 2011 là, avec Team Québec pour ensuite McGill. Je te dirais que ça continue d'évoluer ça pour ces 2 dernières années à McGill. Ensuite, quand je suis arrivé à Lennox, je voulais en rentrer, mais j'avais un QB qui avait le meilleur bras que j'avais eu, mais lui, ça ne rentrait pas dans sa tête. Puis après 2 semaines de camp, on a juste scrappé ça. En 2015, on a eu le bol d'or à Lennox, j'avais juste des studs. Fait que c'était comme. On a décidé de garder ça simple avec Mike Arruda parce que Mike, lui, il voulait juste lancer des fades. Fait que ça ne marchait pas pre-snap d'avoir comme ça. Ensuite de ça, une des saisons les plus intéressantes avec 2 jeunes QB en 2016, Tom Bolduc puis Guillaume Dumoulin, les gars avaient eu plus de stats que Mike, surtout Guillaume qui avait comme une grosse compréhension des RPO, puis on a commencé à beaucoup taguer. Dans le fond, on laissait plus de liberté au carrière parce que lui, il pouvait changer des trucs des fois. Un peu, on commençait à avoir plus du check with me, surtout au niveau du one-man, du single receiver, que lui commençait à taguer. Puis je pense qu'on avait fait mal à des équipes là, à ce niveau-là de temps en temps, où on faisait des gros jeux, puis tout le monde disait bon, quand j'ai rien fait, ils vont changer route football. C'est le QB. Ce qu'on a commencé aussi à faire en 2016, on a commencé à. Coach Jonka, c'est un gars qui m'a influencé beaucoup à devenir amoureux du split zone dans le temps avec des motions sur joueur en faveur à Lennox. Puis on a commencé à utiliser la motion du split zone, que quand le gars traversait, on lançait les backside slants, mais s'il ne traversait pas, on avait commencé à faire tout le full scale de full field RPO pour être frontside, backside. C'est plus en 2016 que ça a commencé à un petit peu être implémenté. Par la suite, je pense à une. Que Coach Soup a déjà rencontré aussi, là, Coach Argit là, aux États-Unis, qui faisait comme.
c'est pas, il fait des choses vraiment intéressantes qui étaient comme, tu sais, full field. Fait qu'à partir de. Je faisais déjà des choses comme ça, mais j'ai un peu tweaké mes trucs pour les faire un petit peu comme. On avait vraiment des front door, back door. On avait souvent des man beaters, tu sais, play side. On avait notre RPO backside. On a commencé à faire plus de second level puis de third level. Comme quand je suis arrivé à Bish, on avait plus de third level. On a ramené un petit peu des trucs de. Vu que c'était à 3 essais, puis c'était mon deuxième retour à 3 essais. J'avais beaucoup moins de ça que quand j'étais à McGill, parce que j'avais trop de stuff. Ce qu'on faisait, on avait juste dans le fond un zone lock à 5, quasiment, puis on faisait des slant backside, puis on en refaisait beaucoup de draws, parce que Sheriff, coach Nicolas, c'est un trip draw bien raide, puis j'étais obligé de faire draw. Je pense que la seule année que j'ai fait draw, où j'ai eu du succès, c'est quand je suis revenu à 4 essais. On avait beaucoup de situations où c'était le draw dans ce qu'on faisait. On ne l'a jamais réutilisé. Je te dirais que les 2 dernières années à Garneau, on a commencé à faire plus de third level aussi, parce qu'on a commencé à incorporer à lire des weak safeties, parce qu'on a lancé des slants, parce qu'on a quand même pas mal de succès là-dessus. Je te dirais l'évolution qu'on a eue, qu'on n'a pas vue l'année passée à cause de la pandémie, mais on est revenu un petit peu en arrière, nous, parce qu'au niveau des RPO, souvent, on se retrouvait dans des situations que c'était on lit des conflict defenders, puis c'était souvent des corps, on demandait aux corps d'être dans la pochette, puis à Garneau, j'avais des gars qui étaient comme pas à l'aise dans la pochette, vraiment. Puis on est revenu un petit peu dans le fond, à la racine, un petit peu comme en 2006, où on gardait les gars en mouvement, puis on a recommencé à avoir un petit peu de triple option, parce que on a revenu dans le fond, on pouvait prendre des gratuités pre-snap, mais on les faisait aussi en mouvement, parce qu'on mettait le conflict defender on the run avec des bubbles, puis en pratique, on a une défensive virait fou. Un petit peu revenu en arrière à ce niveau-là, puis on a commencé à couper un petit peu des trucs front-side des fois, parce que des fois, les QB, je me rendais compte que des fois, c'était peut-être, nous, on fait plein de films, on voit toutes les choses, mais eux, des fois, même si tu passes 2 heures collégiales avec eux autres tous les jours, les gars, des fois, ils ont de la misère ils ne voient pas comme toi, même si ça avance, une 3 années, ils le voient, fait qu'on a commencé à en enlever un petit peu, puis ce qu'on faisait, c'est pour lui, des fois, vu qu'on faisait moins de quick game à cause des RPO, mais quand on faisait des RPO, on taguait des quick. Dans le fond, on taguait notre quick game au complet dans le RPO, parce que le QB, tu es à l'aise quand tu mets ça comme ça, que c'est juste du quick game, là, c'est du quick game, je peux le prendre, tandis que quand c'est toujours built-in, ben, des fois, il le voit, des fois, là, moi, je me souviens, quand on jouait, mettons, en demi-finale contre Montréal en 2019, je pense qu'on aurait dû prendre le frontside. De quoi? 18, ouais. Ouais, on aurait pu prendre le frontside avec des slants de la game, genre avec Coach Pichette, je pense qu'il jouait à 13 dans la boîte. Genre, Denis était quasiment rendu dans la boîte, tellement il y avait du monde dans la boîte. Puis on donnait, puis là, il y avait comme un stunt à 4 gars. Il faisait son overload du côté du back. Là, oui, il n'arrêtait pas de donner. Là, on s'est dit, bon, peut-être qu'on va comme, ajuster des trucs. Mais le fait de ressortir le QB de la boîte, on a commencé à faire un petit peu l'année suivante avec. On commençait à avoir le contraire, dans le fond, on commençait à lire des gars, mais si l'élève, on voulait, en fond, c'était plus un RPO run qu'un run RT. C'était plus si l'élève, il squeezait moindrement, on le sealait, puis on sortait avec le QB. S'il restait statique, on kickait out, puis ça, c'était comme ça, c'était intéressant. Donc, on est revenu en arrière pour finir. Merci, coach. Coach surprenant, je te laisse finir le premier segment. Ouais, ben tu vois, un peu comme Pat a fini, c'est ça. Au niveau des schemes, je ne parlerai pas d'évolution, mais je parlerai plus de s'adapter à ton carrière. C'est sûr qu'il y a eu des années, moi, au fil du temps, où j'avais un gars athlétique, fait que la lecture de premier niveau, je la faisais plus. Mais là, quand j'avais, mettons, par exemple, un gars comme, là, il ne sera pas content, mais Dimitri Morin, qui est un peu plus un pocket guy. Mais avec Dimitri, c'est là que j'ai incorporé beaucoup tout ce qui est des gaps RPO. Là, je me souviens je ne sais pas si vous avez sûrement déjà vu Brent Dearman qui faisait des souvent là-dessus. Ça m'avait vraiment rentré dans la tête. Je trouvais que c'était une façon simple de tomber dans du third level read où là, on amenait quelque chose. Puis moi, par la force des choses au niveau du personnel que j'ai toujours eu à Saint-Jean, j'ai toujours été fiver. Je suis étiqueté fiver, mais en même temps, j'ai jamais eu le tight end qui était capable d'attraper les ballons et de bloquer. T'sais.
Fait que je le cherche encore, peut-être qu'un jour, on réussit à avoir ce personnel-là à Concordia. Fait que par la force des choses, moi, c'est ce qu'on faisait. Puis je me souviens, surtout contre Vanier, on avait beaucoup de succès. Les gens ne comprenaient pas pourquoi on battait Vanier. Ben, on était en 32, je prenais mon numéro 2 week, je le ramenais dans la boîte. Puis Vanier était principalement un cover 14. Fait que ce week halfback-là se ramassait à être un quarter-in player la plupart du temps. Fait que, je faisais plus un en boîte, il ne matchait pas le plus un. Fait que c'était le give le plus facile de l'histoire que mon carrière pouvait faire. Fait que là, on se ramassait à avoir des gros matchs au sol contre eux, mais qui étaient dans le fond un RPO parce qu'on lisait quand même ce troisième niveau-là. Fait que d'année en année, ça va toujours varier un peu avec la qualité des jambes que j'avais de mon QB, parce qu'en 2017, avec Jesse Swennen, qui avait des bonnes jambes, mais là, on zone readait, un peu de midline, un peu de power read. Fait que le scheme dans la boîte variait par rapport au QB. Là où pour moi, je parlerais plus d'une évolution, c'est vraiment au niveau du système de communication. Parce que quand j'ai commencé, un peu comme je disais au début, OK, on a inside zone, backside. Puis même à ça, au début, en fait, c'était moins que ça. On a inside zone, puis si c'était un backside à 2, c'était slant out qui devenait wheel, disons. Puis si c'était un backside à 3, c'était bubble. Puis ça, c'était built-in dans le système. On ne touchait pas à ça. Puis là, graduellement, commencer à racheter des tags comme le Smash qu'on a parlé plus tôt. Puis là, éventuellement, au fil des années, je m'apercevais que je n'aimais pas ça, être pris un peu dans ce carcan-là. J'ai élargi mon système de communication pour être capable de tout le temps triple taguer absolument tout. D'être capable de taguer le box, taguer le weak side, taguer le strong side. Ça m'a protégé. Ça, Pat parlait tantôt de la pression sur le edge. Ça m'a protégé au fil des années au niveau des edge blitz. Je me souviens de Limoilou qui nous envoyait ça tout le temps qu'un box loadé, des clubs de même. Tu n'avais comme pas le choix. Au fil des années, on a vraiment varié ça. Puis un peu comme Matt aussi, je dirais que mon tempo a vraiment diminué au fil des années. Là, je me souviens d'une game contre John Abbott en 2014 avec 121 snaps dans un match où on a couru pour 702 verges. 121 snaps et du 700 verges, ça n'existe plus en 2017, 2018, 2019. On a diminué beaucoup. Même notre moyenne de snaps est passée de peut-être 90 à genre, surtout universitaire, 3 essais à peut-être 60, 65. Notre tempo en tant que tel est quasiment redevenu à une attaque je dirais, avec Caucus. Mais on demeure no-huddle. Pour moi, c'est ça. C'est une grosse évolution dans le système de communication qui me donne aujourd'hui beaucoup plus de souplesse dans ce que je faisais. Puis au fil du temps, d'autres trucs comme, même si ça date de quelques années, Baylor avec Art Browse, puis les splits qui sont très, très, très larges. Je suis revenu beaucoup là-dedans dans les dernières années. J'aime ça. Je trouve que ça l'aide particulièrement au niveau du deuxième puis du troisième niveau parce que les defenders qui sont en conflit ont beaucoup plus de terrain à couvrir au niveau de la largeur. Je trouve que dans notre terrain de 65 verges, aussitôt qu'on a un carrière qui est capable de mettre la balle un peu partout sur le terrain, on a tout intérêt à profiter de cette pleine largeur-là pour élargir les fenêtres. Là, ça devient extrêmement difficile à défendre pour les défensifs. C'est ce que Baylor faisait très bien dans le temps. Puis quand tu commençais à jouer trop de men, un peu comme le QB de Pat, comme Arruda, let's go, on lance les verticales. Je pense que c'est tout ça. J'ai répondu un peu mélangé à ta question, mais pour moi, le scheme va varier plus selon le QB, puis le système de communication aujourd'hui, il nous permet de faire n'importe quoi. Parfait, messieurs, merci beaucoup. C'est tout pour le premier segment qui était un segment plus personnel. On va maintenant passer au deuxième segment où est-ce que ça va être plus un segment collectif. Je vous invite à échanger. Je vais plus vous laisser la parole. Vous pouvez échanger X's and O's, des trucs que vous faites, que vous avez fait, que vous avez vus. Donc, on va commencer. On va parler avec les RSOs, les Run Screen Option puis les Package Plays. Moi, je me souviens, je vais juste mettre la table avec ça. Je me souviens, la première fois que j'ai vu des Package Plays, d'un, il y avait une clinique de Coach Pat que tu avais faite à Montréal où tu nous montrais du tape de McGill. Mais la chose qui stand out vraiment dans ma tête, c'était quand Hugh Freeze à Ole Miss avec Chad Kelly comme carrière. Il avait collé le même jeu 4 fois de suite parce que Playside, il y avait un stop route à 5 verges. Backside, il y avait un bubble screen avec 3 receveurs puis il faisait zone read dans la boîte. Puis selon ce que la défensive lui donnait, c'est le jeu le carrière faisait son ajustement. Puis je me souviens, il avait complété le jeu 4 fois de suite en faisant une option différente à chaque fois. Puis il avait parcouru le terrain, il avait fait 70 verges puis un touchdown. Donc, sur ça, messieurs, je vous laisse échanger vos expériences avec les run screen options puis les package plays.
En termes de package play, je dirais, dans ce que moi je fais, dans le fond, il y avait comme tout le temps un package play la plupart du temps. Parce qu'il y a toujours plein de choses. Par contre, la différence, c'est que ce qu'on a commencé à faire, surtout quand je suis retourné à Gano, on a commencé à utiliser beaucoup plus de one-word play pour quand on avait l'avantage du tempo, aller rapidement, aller chercher les jeux explosifs. C'est à ce niveau-là que les autres, puis souvent, c'est plus facile. C'est que s'il n'est pas allié, on lançait quelque chose, mais sinon, on revenait à un truc. Je dirais au niveau des RSO, c'était plus un truc c'est comme il est built-in tout le temps, mais sinon, en termes la variante qu'on avait, c'est vraiment avec des one-word play. On allait, en allant plus vite, des fois, ça nous permettait de prendre nos gratuités. Des fois, on avait plus. Les équipes ont comme avec les années, mais en 3-2, ils s'alignent. Surtout quand on a commencé un peu comme coach surpreneur, on a commencé à jouer plus avec Dans le passé, on était vraiment tête. Je veux dire, les QB n'ont pas de bras au Canada. On va être capable de lancer aux ailes, aux gars du côté large, mais plus ça avançait, mais on voulait étirer les gars. On mettait notre numéro 3 ou numéro 4 juste sur les haches. On voulait étirer le Sam le plus possible. Mais les équipes, comme ils s'alignent, après 10 ans, là, ils commencent à le savoir, ils commencent à s'aligner. En allant vite, puis des fois, en snappant au sifflet, notre tempo, nous autres, c'était juste. J'avais pris ça du coach de Lévis. Dans le fond, quand le sifflet partait, mais le ballon était snappé, ça forçait les défensives à se lancer rapidement, nous permettant d'aller chercher des fois des gratuités à 3 receveurs, que sinon, jamais je lance des balles à 3 depuis des années, mais vu des fois, on allait vite up tempo, des fois, ce qu'on faisait aussi au niveau des package plays, c'est qu'on a commencé à plus packager des formations unbalanced du côté court, soit du 2-3, du 1-4, des formations, des fois débalancées, unbalanced, on avait comme débalancé la ligne de bord ou l'autre. C'est plus des formations qu'on utilisait comme moins, mais qui aidaient le carrière à voir tout de suite ce qui se passait, s'il y avait les numbers, parce que souvent, c'est comme un Chinese Fire Drill qu'ils ne sont pas placés ici, puis le carrière rapide. C'est un petit peu au niveau des run screen options, les package plays qu'on a fait un petit peu dans les dernières années. Moi, de mon côté, c'est tout des package plays dans le fond. Là. Je te disais qu'avec les années, j'ai commencé à. Coach Surprenant en a parlé tantôt, là, de pouvoir commencer à taguer plus de choses dans son système de communication. Puis avec les années, dans le fond, j'ai juste commencé à. Parce qu'on se prépare toujours pour une défensive, puis des fois, c'est pas ça pendant tout qui arrive. Là. OK, puis il change le ralligement, puis on sait comment c'est, là, puis la première drive, c'est bon, OK, j'ai passé trop de périodes là-dessus parce que je ne peux pas le faire, ou il me l'enlève. J'ai commencé à taguer Weak et Strong. Après, dans le fond, j'avais comme une famille de packages qui était un beater pour tant d'alignement ou tant de contours défensifs. Puis je faisais juste taguer à la suite de l'alignement, dans le fond, de gauche à droite, comme je demande, comme quand on lit. Là. Je tague ça, puis j'avais mon beater de temps de bord, puis temps de bord, peu importe la formation. Tu sais. Donc, à ce niveau-là, on pouvait garder notre tempo. C'était facilement ajustable. Puis ça, pour nous, c'est comme une famille de jeux qu'on gardait de la game 1 à la game. Tu sais, c'est pas in-game plan, là, c'est juste, ça fait partie de nous. Ça va être dans notre famille de jeux qu'on va amener pour le match tout le temps. Puis, donc, c'est juste ça, je pense, qu'on a commencé à faire un peu plus. Puis avec le temps aussi, pour tout ce qui est package, tout ce qui est RSO, je pense qu'on, de plus en plus, je crois vraiment au 2 contre 2, puis de jouer sur le gars qui joue plus soft. Puis j'essaie d'aller chercher le maximum d'un joueur que je veux attaquer à ce niveau-là. C'est sûr que les années, tu as plus d'athlètes, les années, tu as moins d'athlètes. Mais avec les années, je me gêne de moins en moins de laisser un one-on-one quand j'aime le contour défensif qui est présenté. Puis, je suis quelqu'un qui ne change pas beaucoup de personnel dans le drive. Là. Donc, je me promène beaucoup avec des tight ends, des H-backs dans mon attaque, dans le contour. Donc, des fois, je suis capable de les faire bloquer sur des DB, de mettre un running back au niveau du screen option, dans le fond, contre un joueur que je peux peut-être penser qui va être moins bien sur ses angles de poursuite et sur ses open field tackle. Fait que, il y a les noms, mais avec les années, je me suis commencé à me faire des règles à temps de verge. Pour nous, on a l'avantage des nombres. Donc, j'ai un exemple. Je joue à 8 verges, j'ai plus. Ben, lui, aujourd'hui, si je joue à 8 verges, j'ai plus, mais on est 2 contre 1 pour nous. Fait que, avec ce temps-là, je pense que le spacing s'est rajouté à ça. Après, tu parlais de le coach Art Browse à Baylor tantôt. Je
pense qu'il a influencé beaucoup le monde du foot, là, je pense, dans les 5-6 dernières années, là, tout ce qui est arrivé. Puis, tu as U-Paul qui est fort là-dessus aussi, qui a repris un peu le flambeau de ce que Coach Bryles faisait à Baylor, de façon un peu différente. Puis, on essaie de jouer à ce niveau-là. J'ai des bons athlètes là, sur le périmètre là, au Vieux-Montréal, donc c'est quelque chose que je ne sais pas, je serais ailleurs, je le ferais, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé qui est avantageux pour nous à ce niveau-là. Là. Puis je me dirige de plus en plus vers ça, RSO côté leverage et non plus numbers. Puis en même temps, ben, moi je suis un gars agressif. Là, fait que je me fais jouer de plus en plus de cover 4. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on se doit de pratiquer justement pour essayer de rendre ces défensives un peu plus honnêtes sur certaines choses. Donc, c'est sûr et certain que. Puis en même temps, on parlait de split puis tu parlais de unbalanced formation et tout. Tu vas chercher tellement d'informations pre-snap avec peut-être des formations un peu plus unorthodoxes qui facilitent toute la job à ton QB pre-snap. Là, donc, côté RSO, là, comme si tu n'es pas en motion, là, côté aliment, c'est comme la job se fait pre-snap pour moi. Là, vraiment, là, de voir est-ce que tu cours la balle ou non. Fait que à ce niveau-là, c'est ça que je pense là-dessus, puis je me dirige là-dessus. Puis en voyant le National Championship cette année, encore plus que jamais, je me suis dit, ouais, c'est comme quand tu as l'avantage, oui, c'est le Iceman Trophy winner là, qui faisait ça, mais je ne jouais pas contre des piétilleries non plus. Là. Donc, il allait du 2 contre 2, puis il allait juste chercher les bons angles sur ses alignements pour le bloc plus facile, puis son gars qui bloque. Puis après ça, ben, il mettait dans l'espace le plus possible. On voyait des formations un peu plus tight, avec un down block plus facile de son receveur extérieur, puis il donnait ça à son inside receiver, des choses comme ça. C'est des choses que je fais de plus en plus et que je crois de plus en plus aussi. Là. Dans le fond, je suis vendu à ça beaucoup, beaucoup. Terrain tellement large, là, comme quand je fais mes breakdowns, je vois qu'on va strong side. Souvent, je me retrouve avec des situations 2 contre 2, 3 contre 3, du hash mark strong au sideline. C'est énorme. Là. C'est comme s'il arrête ça toute la game, là, great job. Là. Comme, je l'ai vraiment sous-estimé là, parce que je pense que vous êtes deux anciens DB. Là. Comme, quand tu te mets sur un nil là, entre le H et le sideline, là, 1 contre 1, je parle, c'est un nightmare. Là. Comme, tu ne veux pas vivre ça. Là. C'est comme le safety qui est rendu. C'est le safety tackle à la fin que le running back a passé à travers la boîte, là, puis tu es one-on-one, puis tu as besoin d'être quick, puis de pas les pieds dans le béton. C'est le même principe là, à ce niveau-là, pour moi. Ouais. Pour renchérir ce que le coach a dit, nous autres, un des trucs, en termes, avant, on se fiait beaucoup aux numbers, puis souvent, on ne prenait pas les choses, puis je pense qu'à un moment donné, c'est grâce à Sheriff, dans le fond, j'ai eu l'occasion de un peu découvrir sur Twitter un gars qui s'appelle coach Dom Maddox. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé un petit peu à incorporer le grid que lui utilise, où comme il y a les halos verticales, puis tout le nombre de choses, de gars disponibles. Là, au Super canadien, tu as 17 places que tu peux attaquer la défensive tous les jours, puis la défensive peut en défendre 12. Puis souvent, tu t'es établi, mettons, le deck où ce que tu à 8 verges, 7 verges, dépendamment contre qui tu joues. On se retrouvait à prendre plus de gratuité qu'on faisait avant. On en prenait quasiment jamais. Quand on a commencé à comparer un petit peu le grid de Coach Maddox, ce qu'on se retrouvait plus à avoir de match-up qu'avant, avant, dans notre tête, on ne les voyait plus. Fait que c'est un bon point de Coach Zoulon d'avoir parlé de ça. Parce que nous autres aussi, on a commencé à vouloir plus utiliser l'espace. Puis des fois, comme si le gars est à 8 verges, tu es à 8 verges, vas-y à 5. Là, je sais qu'à 5, tu joues du mal, mais là, on va travailler quelque chose. Tu joues entre les deux, mon gars va te battre dans l'espace. C'est quand des athlètes comme au Vieux-Montréal, des athlètes, ça vaut la peine. Là. Ouais, pour ma part aussi, package play, je pense que tout est un peu package, comme mes deux collègues disaient tantôt, ça c'est clair. Au fil des années, des fois où j'essaie de varier, c'est que j'ai commencé à intégrer ce que j'appelais du RRO, où je vais avoir une clé au 3e niveau, mais que d'un côté, je vais avoir peut-être outside zone, de l'autre côté, je vais en périphérie, je vais aller avec un jet sweep. Fait que des fois, on va essayer de créer des conflits, mais pas nécessairement pour lancer le ballon. Ça, c'est des variétés qu'on a fait. Pas nécessairement RSO, mais peut-être plus PSO, où on peut punch one d'un côté en prenant une lecture sur un quick. Après ça, on va hitch back à un screen. C'est des choses qu'on peut faire. On a parlé de draw plus tôt. C'est quelque chose aussi que j'ai fait un peu en 2019, où on avait un premier read sur un quick. Le deuxième read était de donner le ballon
simplement à notre running back sur un draw. Fait que c'est des genres de package play un peu où on a un peu sorti notre recette classique de RPO. Puis un peu comme les gars ont mentionné, c'est sûr que moi aussi, ce que j'ai regardé avec Alabama cette année, avec Steve Sarkisian, au niveau des fois, tu vas être capable de te bâtir une formation qui va éclaircir beaucoup de choses pre-snap, comme coach Dumulong disait. Puis ça aussi, c'est quelque chose vers lequel je veux m'en aller, parce que je trouve que ça peut être assez simple, surtout quand tu as le personnel qui commence à pouvoir te permettre de jouer avec ces formations-là encore plus facilement. Bien là, je pense que tu es capable d'aller chercher un avantage indéniable. Les gratuités aussi, c'est intéressant. C'est quelque chose que je n'ai jamais mis nécessairement l'emphase dessus. Fait que, on a toujours fait un petit peu, mais un peu comme Pat disait, je pense que ça vaut la peine de faire comprendre au carrière aussi pre-snap que des fois, l'espace, oui, tu as un read à faire, oui, tu as du monde à regarder, mais si tu as un DB à 9 verges ou tu as un Sam qui n'est pas sorti de la boîte ou whatever, c'est des choses intéressantes à prendre dans le fond. Je ne sais pas pour vous autres, les gars, mais moi, personnellement, c'est comme si mon quick game a comme disparu, dans le sens que à quel point j'ai pas vraiment, même dans le 3 essais, ça va surprendre les gens des fois, mais c'est sûr que dans une situation spécifique, peut-être en fin de demi ou en fin de match, quand tu pars au stade, tu sais qu'il faut que tu lances la balle, peut-être, mais sinon, en dehors de ça, pourquoi me peinturer dans le coin à faire un quick game quand peut-être que je me fais pogner versus two-man en 2e et 5? Danny Machocha, Marc Fortier, ça peut caler two-man des fois, c'est en 2-4, 2-5, 2-6 s'ils respectent plus ou moins ton jeu au sol. Puis c'est quoi? En 2019, j'aurais peut-être fait la même chose qu'eux autres. Alors quand tu restes dans un package play, tu as tout le temps quand même ta porte de sortie là, qui va t'amener, encore une fois, je reviens toujours, pour moi, aux mathématiques bien simples de maximiser tes chances de convertir. Parce que, tu sais, comme la game, elle peut tellement être compliquée au foot, là, mais elle peut tellement être simple en même temps. Là. Je pense que le RSO, okay, ça vaut la peine, je pense, de mettre quand même du temps là-dessus parce que ça peut, tu sais, quand ça va un peu plus mal, tu peux rendre les choses plus simples. Puis à partir de là, tu vas ramener tout à la base parce que je pense vraiment que tu es capable d'aller chercher des gains considérables ou est-ce que ça va faire réfléchir le coordinateur défensif. Il va falloir qu'il change ces choses. Puis là, il va revenir à la base. Puis là, tu peux revenir à ce que toi, tu aurais voulu faire. Fait que ça reste une question Jim versus Joe ou de numbers, là. Mais c'est simple de faire ça. Puis c'est simple de le rentrer d'une façon que ça peut être compliqué de l'autre côté, juste par alignement. Donc, des fois, puis il y a des fois que je regarde des films, des films de match qu'on perd, puis je me dis, tu sais, pourquoi je ne suis pas revenu à ça pour revenir à ce qu'on est vraiment, tu sais, puis là, c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre à chaque match que je colle, là. Comme, je dois m'en servir plus quand ça va un peu moins bien pour mettre tout le monde en confiance, pour garder le ballon un peu plus longtemps, pour ramener les choses à la normale. Parce qu'au bout de la ligne, ça reste un jeu au sol. Tu es sûr de ne pas faire de revirement. Tu peux aller chercher des gains considérables comme c'est un jeu au sol. Tu peux être explosif et changer le momentum du match pour ramener tout à la normale avec ça. Là. Moi, je l'utilise comme ça et je veux l'utiliser de plus en plus comme ça aussi. C'est pas facile, mais en même temps, c'est à quel point tu peux en donner aussi à ton carrière que prendre ces décisions-là. Absolument. Merci, messieurs. Si personne n'a rien à rajouter à ce niveau-là, on va passer au deuxième sujet, plus X's and O's, où est-ce qu'on va parler des first level RPOs. Comme vous avez tous mentionné depuis le début, c'est majoritairement là que ça a commencé pour vous. Est-ce que vous lisiez le defensive end, vous le mettiez en conflit, est-ce qu'il se compromet sur le jeu au sol, sur la passe, puis ensuite le QB prenait une décision avec un concept de pass backside. Coach Pat, tu en as parlé un petit peu à ta dernière année que tu amenais un H-back en motion, puis si le DN il compressait, il pouvait sortir dans le flat ou sinon il venait le bloquer. Est-ce que tu veux renchérir un petit peu sur qu'est-ce que tu faisais à la fin, puis après ça, les autres, vous pouvez partir sur le sujet aussi avec lui? Je peux parler de 2 points. Tu sais, vu que nous autres, on était comme une équipe qui faisait beaucoup de l'enfant. Je pense que les gars, ils savent sur le podcast, on faisait du play bon à côté. Je pense que c'était quand je suis revenu collégial, je pense que c'est ça le jeu au sol quasiment qu'on a voulu qui m'a accroché. 2200 verges sur 2400 qui était juste sur un concept au sol. Par contre, ce que nous, on a commencé à. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que les N, on commençait à faire beaucoup de choses. Tu avais des N qui jouaient 50-50, tu avais des N qui crashaient, tu avais des N qui avaient du script exchange, tu avais des fois des stunts. Ce qu'on a commencé à faire, c'est nous, jouer un petit peu avec la réaction, d'avoir des solutions sur la réaction des N, puis utiliser le gars de plus qu'on avait dans le boîte, parce que souvent, c'est un gars qu'on amenait en motion, ou les défensives, ils ne voulaient pas nécessairement nous donner des fois le 1 contre 1 weak side, jamais. Ça faisait en sorte qu'on avait toujours un peu plus dans la boîte, mais c'est qu'on avait une solution que si les N crashaient, que
ce gars-là, comme on avait un casque de plus sur sur le défenseur, le gars qui revenait pour le QB par la suite. À ce niveau-là, il y avait des gars encore plus malins comme coach Denis du Montréal, où des fois, il y avait comme 3-4 gars de côté court, mais nous, on voulait être capable de courir, même si le N crashait. Parce qu'on faisait, mais pour ça, c'est qu'on amenait 2 gars en motion dans ce temps-là, quand les équipes commençaient à overloader. Avant, on se faisait overloader, on disait, courir, mais là, tu vas overloader, ben, je vais kick out le premier, puis on va le deuxième va l'aider, puis le troisième gars qui court après le gars en motion, ben, il ne battra pas mon running back non plus bien montré dans l'espace. Fait que c'est un petit peu, je pense que Coach Matt, il peut en parler. Je pense que c'est ce qui nous a permis dans ces games-là d'avoir le câble de gagner contre une équipe qui était comme vraiment plus athlétique que nous. C'est juste que on a réussi à trouver. 2018, ça a gardé le ballon longtemps avec ce scheme-là. Avec quelque chose qu'on n'avait pas fait tant que ça dans l'année, mais qu'on a commencé à développer. C'est plus ce que. Moi, j'aime pas ça, que la personne décide ce qu'elle fait tout le temps par formation. Le plan était bon parce qu'on n'avait pas un QB qui pouvait lancer. On s'est dit, je vais overloader le côté du zone read, puis tu ne feras rien. Là, on a développé un mécanisme là, au niveau du first level là, à ce niveau-là qui était comme intéressant. C'est d'avoir des solutions contre la réaction des N. Puis ce qu'on a commencé à faire plus l'année suivante, en 2019, c'est qu'on a commencé à expérimenter un petit peu, puis on le faisait plus l'année passée, c'est qu'on se faisait beaucoup jouer du 50, parce qu'on vu qu'on était split zone, on se faisait jouer du 50-50 vraiment agressif, puis par contre, c'était plus un split zone, on le roulait comme un duo, parce que on lisait le backer, puis c'était quasiment un code, pour toi c'était un code back clip, mais la façon que le DN il jouait, mais le code back, il nous faisait comme, des fois, il fallait qu'on seal le gars, ça donnait des blocs difficiles pour nos bloqueurs. Par contre, quand on a commencé à dire, si l'N joue 50-50, ton but, c'est d'essayer de le reacher, à moins qu'ils veulent jouer, qu'ils jouent vraiment soft sur kick-out. Dans le fond, c'est plus. On avait des gars super athlétiques. Puis en fin d'année, contre Saint-Jean, contre Lévis, puis jusqu'à Vanier, on ne sait pas contre Vanier, c'est quelque chose qui nous aurait vraiment été payable. L'année passée, on a vraiment. L'année qui n'a pas existé, on a vraiment build là-dessus. Pour nous autres, c'était vraiment intéressant. J'aurais aimé ça être capable de voir comment les gens auraient pu jouer. Parce que dans le fond, ils se préparaient beaucoup de quelque chose. Là, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est comme tu veux jouer peut-être, tu veux commencer à constrict la boîte comme ça, ben, je vais aller à l'extérieur. Parce que des fois, je vais avoir des bubbles on the run. Ou sinon, on revient avec des bons vieux RPO. Puis s'il n'y a personne sur QB, parce que dans le fond, si le N il crash, ben, le demi-bloqueur, il allait bloquer le gars de la solution. Lui, sa job, c'est si le Mike vient, on va aller le chercher. S'il y a un Sam qui arrive à 5e level, on va aller le chercher. On avait un gars pour protéger notre QB. Mais s'il n'y a personne sur le QB, ben, c'est one-on-one. Puis je me souviens, on avait perdu une game contre Concordia à la dernière année à McGill. Le N, il crash, puis on a un smash concept, c'est man, puis on a Joël qui n'était pas un carrière super athlétique, mais il courait quand même vite dans la ligne droite. Je pense que Joël court 40 verges. Et tu as lancé le smash, puis c'est Chris Robertson, il fait un pick en man. Là, je suis comme, hey, oui, tu as pris le match-up, mais tu sais, la première chose que tu avais, c'était comme 40 verges de gazon. À ce niveau-là, on s'est dit, on voulait jouer plus, nous enlever ce qu'on fait dans la boîte, on voulait plus, on commençait à être plus agressif sur le périmètre. Une solution, moi, que je trouve intéressante, c'est ça que je n'ai même pas eu le temps vraiment encore d'essayer parce qu'on n'a pas joué finalement. Mais je sais pas, en regardant les Ravens là, avec Lamar, puis les espèces de backfield avec 3 tight ends, on voit beaucoup de arc motion. Fait que je sais pas si vous utilisez ça beaucoup de votre côté. Là. Fait que désolé, coach Noël. Je pars peut-être vers une petite question pour les gars. Non, c'est parfait. Je trouve ça intéressant, ça, parce que si tu split zone beaucoup, c'est un carrière qui est capable de courir un peu, ben là, ton arc motion, il vient vraiment bien complémenter tout ça. Là, puis là, c'est le DN qui est payé pour wrong shoulder à l'intérieur ou pour constrict le gap vraiment, vraiment serré, agressif. Ben, il peut se faire pogner rapidement à se ramasser à l'intérieur du bloqueur. Puis là, c'est comme si tu te ramassais un peu un genre de lead block pour ton carrière. C'est des choses intéressantes, je pense, à faire quand tu as un gars qui est mobile, parce que ça complémente bien. Puis, tu sais, Lamar, aujourd'hui, je ne suis pas sûr à quel point il lit. Là. Des fois, tu regardes ses yeux, ce gars-là, puis sa tête, de la façon qu'il est aligné, tu te dis, ouais, OK, il prend-tu une décision pour le fun avant le snap ou il est vraiment le DM? En tout cas, il a déjà pris sa décision. À ce sujet-là, c'est ça. Coach Kirby sur Twitter, je ne sais pas si vous le suivez, mais il a fait une recherche poussée de l'offensive des Ravens.
Puis c'est Greg Roman, le coordinateur offensif, puis il faisait la même chose avec Colin Kaepernick. C'est built-in dans son play call si le QB keep ou donne la balle. Il lit pas vraiment le DN parce qu'il se dit Lamar Jackson, c'est le meilleur athlète sur le terrain anyway. Fait même s'il keep et le DN il est en bonne position pour faire le jeu, il va probablement pas le faire parce que c'est Lamar. Ça me fait rire, ça, parce que je me dis à quel point c'est compliqué à lire. T'sais. Pourquoi tu le fais pas lire? Ça me fait penser un peu à... Parce que des fois, ces gars-là sont tellement athlétiques, dans un effet, ils sont capables d'enlever les deux. T'sais. Ouais, mais je me dis en même temps, si tu le lis, ils vont être wrong big time. Là, d'accord. À quel point il prend peut-être 400 coups de casse inutiles dans la game. Les gars-là ont probablement des touch charts, puis il faut que Lamar court, mettons, 15 fois à la fin de la game. Sinon, son boss ne sera pas content. C'est des choses comme ça aussi, je suis sûr que certains. Là. Son nom, il m'échappe. C'est pas le nom du head coach à Syracuse. Là. Coach Baber. Ouais. Coach? Baber. Ah, c'est ça, Dino Baber. Ah, c'est ça. Là, je me souviens d'une conférence que j'ai été voir, le Night Coach of the Year, puis Coach Babers est là, puis il parle. Puis dans le temps, il était sur le staff de Hard Browse à Baylor, lui, avant. Puis il disait un peu des choses similaires. Quand tu as RG3 dans le backfield qui pull la balle sur le zone read, il might be wrong, mais c'est RG3. Des fois, il prenait des mauvaises décisions, mais il défonçait le DN pareil parce qu'il était juste beaucoup plus athlétique. Fait que tu te dis, ouais, des fois, ces gars-là sont spéciaux, fait que tu les laisses faire ce qu'ils veulent, j'imagine. Mais j'ose pas croire. Dans ma tête, je me dis juste que si il lisait sur une base régulière, je suis sûr qu'il serait capable de le faire, ça serait comme encore pire, là, dans le sens. Ouais. Moi, de mon niveau, tout ce qui est first level read, toute la game là, quand le zone read est rentré, le scrape exchange est venu rapidement, ça a été super populaire rapidement. Il fallait trouver des solutions à ça. T'sais. Puis je pense qu'à partir de là, c'est là que je vais bosser des choses sur mon first level read, que ce soit en zone ou en gap scheme. Le arc zone que tu parles, ou le load zone, ou whatever, comment vous l'appelez, là, nous, c'est une solution à ça pour battre le scrape exchange ou après ça, ben, le split motion, de continuer en shoot, ou des choses comme ça. Mais suite à ça, j'ai voulu rajouter des gaps de ce côté-là pour s'assurer que, OK, ben, son scrape exchange, il veut-tu le faire avec son half week, admettons, si je mets un tight end week, des choses comme ça, à quel point il veut fermer le dernier gap avec un joueur, puis avec qui tu veux le faire. Il y a des équipes dans la division, je pense, qui sont wrong shoulders techniques là, sur le scrape exchange. Je pense à Linux, des choses comme ça, où est-ce que ça te force à aller faire si tu veux continuer à être en zone, ça te force à faire des choses comme ça. Puis, je pense que le load zone, load zone, c'est que ton QB qui garde aussi, on parle, c'est à quel point tu veux faire courir qui aussi. Là. Je pense que la solution à ça, tu as un power read contre le scrape exchange avec ton load qui bloque en avant, puis là, tu sais que c'est ton back qui va l'avoir. Fait que c'est tout, tu peux un peu plus utiliser on parlait de touch chart qui tu veux qui porte la balle. Là. C'est des choses qui peuvent t'amener. Puis souvent, en mettant un tight end aussi, puis qui voulait faire son scrape exchange peut-être du C-gap ou D-gap, mon tight end de la ligne, c'est lui qui faisait le load block. Fait que j'étais quand même sur le C-gap Defender Read et non du D-gap Defender Read. Ensuite, j'essaie de jouer avec ça. Moi, la dernière année, je n'ai pas couru mon carrière. Je ne voulais pas courir avec. Je voulais que d'autres gars aient la balle. En 2018, je l'ai fait courir un peu plus. Là, c'est le fun. Je me retrouve avec des QB super mobiles, super athlétiques pour les prochaines années. Fait que je reviens un peu à ce que j'ai fait en 2018 avec Arnaud. Fait que c'est à ce niveau-là, je mets beaucoup de temps sur mes first level plays à cause de ça. Qu'est-ce que je peux avoir, puis comment je peux counter ces choses-là, parce que veux pas, si tu veux faire un split zone contre un wrong shoulder, c'est technique, si tu l'amènes en motion avec un numéro 3, ben, il a besoin d'être solide, ton gars, s'il veut close le gap quand même, parce que sinon, ça va faire ce qu'ils veulent, puis ça va bouncer out, puis ils vont faire le tackle, puis c'est ça le but de ça. Fait que je pense d'amener peut-être des formations un peu plus compressées, et de montrer que le Emo, c'est pas le dernier, nécessairement le read de ton QB, parce qu'il est Emo, qui est le dernier joueur de la ligne. Tu peux quand même jouer avec ces gaps-là. Ça amène à jouer du tight end avec un wing de plus. Je sais que Pat t'en as joué un peu dernièrement. Avec un tight end et un wing, là, tu rajoutes beaucoup de gaps. C'est quel gap que tu veux read, là? Tu peux le faire, c'est correct, là, mais lequel que tu veux shooter avec ton scheme, ou que ce soit en stick, tu parlais d'overload. Mais là, je pense que tu peux tout changer un peu ces affaires-là, ces règles-là. Fait que, et après ça, ben, tu as tout le nouveau comme same side zone du back quand tu es offset. Tu peux amener ces choses-là aussi, de dire que ton back est là, mais ton inside zone, tu le cours là. T'sais. Comme si tu veux amener ta game là. Mais nous, on va avoir le leverage pour pousser ça, puis on va courir straight. Puis c'est backside qui lui s'attend à se faire down block. Fait que c'est plein de choses que je pense qu'on
ça vient avec le temps, mais c'est comme, j'essaie de me faire une idée un peu à comment que tu peux gérer ça le plus simple possible aussi. Je pense que côté de compression un peu plus, ça peut aider en rajoutant des gaps. De toute façon, en zone ou en gap scheme, là, comme c'est quel gap que je vais lire. Ça peut aider. Si tu veux courir la balle, là, ça reste comme un run-run option. C'est juste, on ne sait pas qui va avoir la balle. Tu peux juger un peu plus à ce niveau-là comment tu veux faire les choses avec ça. Tu peux même en faire avec des motions pour être plus rapide sur le périmètre aussi, c'est le fun. On parle du QB Power, tout ce qui est Power Read. Quand tu étais fort là-dedans, dans tes débuts à Garneau avec ton QB, je me rappelle, là, je ne me rappelle pas de son nom, il m'échappe, le joueur à Laval. Là. Il courait de ça à temps. Puis, c'est un bon exemple. Là. C'est un bon exemple. Nous, on aime jouer du 2-back. C'est pas parce que je veux ces deux athlètes-là, mais si moi, je me fais jouer du Pep Exchange, puis j'essaie de faire du Power Read avec un back qui load, si mon meilleur back qui va avoir la balle sur le périmètre, c'est correct. Ou mon gars le plus vite. Je ne veux pas que ça manque le QB garde. Si je veux jouer sur le Scrap Exchange, maintenant, si je veux donner à mon back d'une façon différente en zone, ben là, il faut que je m'arrange pour enlever les règles, ces gaps game de défensive. Comme tu mentionnes, c'est une des raisons pourquoi on était chanceux, on en a eu, mais qu'on a commencé à évoluer, à aller plus au niveau du 2-back avec les RPO. On revenait toujours des ressorts de formation pour bloquer, mais souvent, ce gars-là, il n'était pas fait pour bloquer. Quand on avait des équipes qui pouvaient nous donner le fait de loader, ben, c'était correct, mais quand il fallait qu'ils aillent se taper des N, ben, c'était moins de fun pour eux autres. Fait que, c'est une des raisons que ça a beaucoup comme changé notre dynamique, l'évolution de nos RPO. Juste pour finaliser un petit peu ce que tu disais en termes du load, nous autres, une des choses, c'est que vu qu'on se faisait peut-être jouer plus, commencer à avoir plus de man, moins de 2-high, plus des fois des équipes qui voulaient, comme quand notre QB revenait au périmètre, je dirais que nous autres, où on commençait à revenir, on faisait déjà un peu de speed option, mais la dernière année, on avait commencé à ramener le triple, comme on disait dans le temps, comme en 2011, à Garneau, ça avait beaucoup de succès. Dans le fond, c'est une équipe qui commence à jouer, oui, souvent, les équipes, une des premières solutions d'un DC, ben, tu joues RDRPO, je vais te jouer en man. Ben, là, si tu commences à jouer en man, tu fais du triple, mais là, il va falloir que tu passes du temps sur d'autres choses, sur ces règles. C'est sûr que c'est quelque chose, des fois, qui est un petit peu gros, mais je pense que si ton QB est mauvais, c'est quelque chose que tu peux incorporer, tu vois, comme Scott Frost qui était à UCF, c'est un de leurs staples. Oui, ils font beaucoup d'RPO, un peu Chip Kelly dans le temps. Il y a toujours une petite dynamique de triple. Des fois, je pense que c'est une des choses qui, pour moi, donc on a commencé à. Comme je disais, la roue commence à revenir. Commence à se fermer avec les solutions des fois qu'on faisait avant, mais que je pense qu'ils vont comme revenir. Oui, puis tu sais, comme tu parles de ce que même à Nebraska, il fait des belles choses. Ce n'est pas nécessairement les athlètes qu'il y avait à UCF dans sa division ou quand il était à Oregon là, avec Chip Kelly, mais il fait des super belles choses là-dessus. Moi, j'ai une question là-dessus. C'est sûr que quand tu vois ta question est pour Pat, ou je ne sais pas si tu en as roulé Alex là, de mémoire, je ne pense pas, là, mais on parle de speed option. À quel point tu pratiques ça quand tu veux coller ça dans des situations importantes? Combien de temps tu passes là-dessus? Je ne peux pas l'option, je peux comprendre, mettons, de guide, après ça, donner sur un off-screen, sur un overload, des choses comme ça, mais à quel point tu passes du temps à rouler du speed option? Parce que c'est un jeu un peu plus risqué des fois. Là. Nous autres, dans le fond, on avait comme la journée qu'on travaillait, on avait une séance de teach qu'on faisait juste travailler, mettons, les retours sur le terrain, juste 3 push, pitch, on travaille souvent la dynamique du pitch. J'ai des QB qui souvent, il y a beaucoup de gars à gauche, là, la misère. Fait que j'ai des gars souvent à gauche, c'est carrément une passe poitrine. Par la suite, mais c'est que nous autres, quand on roulait dernièrement le speed option, c'était plus un peu comme on fait semblant faire un zone read, puis on fait pour des équipes qui jouent 50-50, c'est plus une façon que le ballon soit dans les mains du back. Tu veux jouer 50-50 tête, c'est pas grave. J'envoie mon meilleur athlète. Tu veux que mon QB garde, ben là, j'envoie un peu comme tu disais tantôt, moi je veux donner la balle à mon back le plus possible. Ben, s'ils veulent se faire kick-out, tant mieux, mais s'ils veulent se faire loader, ben, si on peut les loader, on va juste donner le ballon à l'athlète sur le périmètre. On prend un pas comme c'est un zone read, après on attaque le end. Je dirais que d'autres, ça aide une fois semaine. Puis ça peut être un éducatif. Souvent, on s'entend que QB, c'est pas le teach qui manque. C'est peut-être des fois, quand les gars vont sortir le bras fatigué à la fin de la semaine, mais pendant que c'est des specialties, ben, on jogue, puis on pitch. C'est sûr que tu ne produis pas vraiment comme la défensive qui va vraiment comme attaquer un gars et essayer de lui arracher la tête.
Mais tu sais, c'est comme. Ça n'arrive pas. Je pense que le dernier gars qui était capable de faire ça, c'est comme Mehdi dans le temps on le faisait. Puis, c'est un gars qui a joué à Boston College. Fait, les gars, en théorie, c'est rare que les défensifs, s'ils se mettent à mettre charger, mais tu vas juste faire des zone read puis tu vas avoir tu vas les gâcher au sol. Fait, je pense que c'est comme. Ça peut être une solution qui aide au niveau. Mais je te dirais, si tes gars ne l'ont jamais fait, ben, t'en fais plus souvent. Puis je pense que c'est un petit éducatif qui peut se faire facilement dans des instances où tu peux comme ménager le bras de tes gars en pratique. Ça peut jouer 5 minutes par jour. Là, tu fais aller-retour sur le terrain parce que les gars, pitch à droite, pitch à gauche, le volume de rep se fait quand même assez vite. Ouais. Messieurs, merci. On va passer au prochain sujet. On va continuer avec les RPOs, mais on va aller un petit peu avec le RPO qui est le plus répandu dans le football moderne, le second level RPOs. Donc, coach surprenant, je vais te laisser commencer avec ce que tu roules comme second level RPOs, puis les autres, je vais vous laisser renchérir. Ben, tu vois, c'est ça. Beaucoup, évidemment, pour nous, ça a carrément remplacé le quick game, comme tu disais, là, surtout en 2019. Pour ma première année à Concordia, on a roulé ça énormément. Je trouve ça simple. C'est sûr que je pense que c'est coach Sheriff qui m'avait dit ça un moment donné. Je trouvais que ça faisait du sens. Tu sais, quand tu rentres dans le second level, il faut que tu sois conscient que c'est un RPO où tu vas lancer le ballon plus souvent que tu vas le courir parce qu'évidemment, la majorité du temps, tu vas avoir un linebacker qui va à tout le moins avancer un petit peu ou ils se font coacher à ne pas bouger souvent. Mais fait que tu te ramasses à lancer le ballon. Mais fait que si tu l'acceptes, ça, c'est correct. Mais pour moi, ça devient vraiment, comme je disais, c'est mon quick game. Fait que, on a rapidement, depuis plusieurs années, on roule ça. Je pense que le nombre a augmenté au fil des années. Puis pour atteindre un sommet probablement en 2019 à Concordia. Puis là, après ça, le backside va varier énormément, dépendamment de la structure défensive que tu vas jouer. Je vais parler de Montréal, Danny n'est plus là, mais Danny, c'est un gars qui joue énormément de couverture 4. Fait que la couverture 4, ça veut dire que tu vas avoir un gars dans le box qui va être en conflit d'assignation, qui va devoir défendre un gap et cover down un receveur. Fait en étant simplement en 32, on lisait le will, puis que tu donnes un hitch, un slant ou un quick out à ton numéro 2 weak, ça devient quasi impossible à défendre, franchement, pour le will linebacker. Fait qu'on a eu quand même beaucoup de succès contre Montréal en 2019 en faisant ça. Puis à la blague, ça me fait rire parce que Brian Arelimana, les 2 fois qu'on a joué contre eux, il a gagné le Defensive Player of the Week parce qu'il y avait comme 9-10 plaqués, mais j'étais absolument down avec ça parce qu'on avait passé la game. Fait que oui, il a fait des plaqués parce qu'on ne le bloquait pas. C'est un excellent joueur, là, Brian. Don't get me wrong. Mais c'était vraiment le game plan qui était basé là-dessus. Fait que pour moi, dès que tu vois du too high, c'est de la pure merveille. Alors que là, quand tu vois du one-eye, puis tu parlais de man tantôt, Matt, qui est souvent, je ne me souviens plus si c'était Pat, qui est souvent une réponse qu'on va voir. Là, peut-être qu'il faut que tu fasses plus des tracés qui vont se croiser, des rubs, des pics, des choses comme ça. Là, parce que des fois, il faut que tu réussisses à créer de la séparation. Au fil des années, moi, j'ai varié beaucoup les backsides par rapport à ça. Je pense aller un peu plus vers faire un peu plus de frontside. Je sais que Matt t'en fait au vieux, on a déjà parlé ensemble. Fait que je veux essayer de me balancer peut-être un peu plus backside, frontside, pour être certain de ne pas donner de clé ou de tendance trop là-dessus. Mais ça a été principalement backside pour moi dans les dernières années. Ouais. Ce qui est second level, comme on a parlé beaucoup du scrape exchange, mais c'est une bonne réponse à ça, backside, là, de remplacer ce joueur-là par justement un slant ou un spot ou whatever. Qu'est-ce que tu as envoyé là? Moi, de mon côté, je pense que j'ai commencé comme tout le monde avec le backside. Puis il met les hanches face à ce gars-là, puis il lit ce gars-là, puis on ne le bloque pas. Avec les années, j'essaie de l'attaquer de différents angles parce que ce gars-là n'a pas les yeux partout. Il y a quand même une lecture à faire, que ce soit sur un lineman ou peu importe, qui est enseigné défensivement. Donc, j'ai essayé de peut-être attaquer ce joueur-là de différentes places, avec différents alignements, que ce soit avec un running back, un wing, un tight end, avec un inside receiver, un outside receiver, tout dépendant c'est quoi le front aussi. Si je compte un hot front qui est beaucoup plus spread avec une 34, qui est vraiment, mettons, second and long, puis tu sais qu'ils vont back up, des choses comme ça. J'ai essayé de l'attaquer de plusieurs places, que ce soit frontside ou backside. Le fait que je joue avec un tight end, je m'en sers beaucoup pour ça. S'ils veulent être hard sur le D-cap defender, ils ne veulent pas donner le périmètre. C'est parce que j'ai l'avantage sur le route aussi du tight end pour lire ce joueur-là à l'intérieur de lui, quand c'est frontside.
Dernièrement, je me suis aussi permis de lire des joueurs qu'on bloque, tu sais, play side. Ça ne me dérange même plus de faire ça parce qu'on sait qu'il faut lever la balle la plupart du temps, anyway, quand tu vas caler ça, tu sais. D'avoir un gars qui double team inside zone, puis que tu sais, on est en train de décrocher quand il arrive à toi. Mais ces gars-là, tu sais, quand tu le sais que tu leves le ballon, peut-être que c'est une bonne idée aussi de le faire sur ces joueurs-là, sachant que ça ne se passera pas backside, tu sais, avec les boîtes un peu plus conflict player. Mais, nous, côté de notre zone, on le fait un peu plus mid-zone au vieux. C'est justement pour ça, parce qu'il y a des fois que je ne vais pas lire nécessairement ce conflict player-là. Là. Je vais en lire un autre dans la boîte. Puis, ben, comme coach surprenant, il dit, comme Sheriff t'avait dit, ou peu importe, la balle, elle se lève tout le temps, ou la plupart du temps. Ces gars-là sont enseignés pour être un support first, puis d'avoir des lectures sur ces linemen-là, ou peu importe c'est quoi leur technique, que ce soit flow ou whatever. Là. Donc, d'amener. C'est ce qui fait que je joue du zone ou du gap scheme aussi, ceux qui track pas sur les pôles, à quel point tu peux t'ouvrir de l'espace, parce que oui, tu veux lire un joueur, mais après lire un joueur, tu veux donner le maximum d'espace aussi pour lui donner la chance de faire un jeu. Des fois, c'est avec un pôle que ça va donner plus d'espace. Des fois, c'est en zone. Des fois, ça va être play side. Des fois, ça va être backside. Des fois, ça va être avec un white qui rentre avec un rob versus man. Des fois, ça va être un fake block inside receiver qui rentre en slant. C'est juste tout ça qu'il faut trouver après ça, de comment complimenter ça, sur qui qu'on veut lire. Des fois, le safety te force à lire un autre joueur dans la boîte aussi. Moi, je pense à Marc-André, à CNDF, que des fois, il me joue du tempo tout. Là. Moi, je l'appelle, c'est peut-être toute autre chose des fois, mais son safety descend, là, justement dans le hook zone, là, puis qui attend juste ça pour l'ouvrir. Là, puis je ne vois pas atterrir, là, j'imagine qu'il l'a vu aussi. Là, mais il faut trouver des solutions à ça aussi. Là. C'est comme, tu ne peux pas juste attaquer les mêmes choses puis les mêmes joueurs. Donc, c'est ça qui m'a forcé à élever ma game un peu plus, ou d'avoir plus d'options second level. T'sais. Donc, c'est ça. Moi, en termes de second level RPO, il y en avait il y a deux variantes. Souvent, il y a ceux en 5R que traditionnellement, on a favorisé la lecture du will, parce qu'en fond, c'est un peu comme Coach Prand disait, si on avait du 2-high, mais c'était comme, le gars, il est tellement en conflit que c'est trop facile, mais je te dirais qu'on court tellement, peut-être aussi à part la dernière année que j'étais à Garneau, on n'avait peut-être pas les studs, quand je suis retourné à Garneau, on voyait plus de one-eye, ce style de concept-là, même si on allait en man, on ne connaît peut-être pas nos matchs avant qu'on fasse des rub routes. Ça nous a fait un petit peu à développer des solutions. Sur le second level, nous autres, oui, si on avait souvent avec les gars, si on venait, mettons, avec Tristan Blais à la fin, si on avait du 2-eye, on lisait les gars, si on avait du 1-eye, pour nous autres, c'était juste run-run. Si le gars droppait, on donnait, mais si le gars ne bougeait pas, ben, nous, sur les second level RPO, surtout quand on bloque à 5, mais le back doit bloquer le will. Fait que si le will il blitzait, ben, ça veut dire quick game pour nous autres, on lance, il nous donne déjà ce qu'on veut. Fait que ce que ça faisait en sorte, des fois, des équipes comme CNDF qui jouaient beaucoup de boîtes à 7, qui donnent des looks qui sont en toile, mais finalement, ils sont comme en 0, mais ça faisait en sorte que le wheel ne bouge pas, mais là, mon back allait sur ce gars-là, puis on gardait, puis on avait comme, on avait ça se transformait en QB ISO, en one eye, en two eye, on gardait notre wheel, mais dès qu'on était en one eye, y a-tu une gratuité que tu peux prendre? Oui, sinon, ben, on est run-run. Puis si le gars ne bougeait pas ses pieds, d'autres, on donnait, parce que souvent, nous, ce qu'on a changé, c'était plus une side zone, on le pourrait vraiment comme un duo, parce que, dans le fond, nous, on fait du gap scheme, tout le monde pense saison, mais c'est du gap scheme, on fait nos double team, mais backside, notre back, puis les O-line lisent le will aussi. Fait que si le gars il bouge puis il vient play side, ben, notre back va aller là. Si le gars reste l'autre bord, on le presse frontside. Fait que vu que notre back, il disait ce gars-là aussi, ça veut dire que nous autres, ça éclaircit beaucoup de choses. L'autre second level RPO que nous, on faisait beaucoup, en termes de split zone, mais on lisait beaucoup le SAM comme Complete Defender. Puis, ce qu'on lançait. Par contre, de plus en plus, on manquait peut-être un petit peu de variété dans nos concepts. Des fois, les équipes, souvent, ils vont jouer, mettons, à des genres de matchs où ils se mettent à 4 contre 3, puis ils savent un petit peu où ce que tu as avec les autres. En termes de variété, des fois, on aurait pu assez. On revenait sur d'autres choses, faire payer des fois les gars qui venaient comme ça, les beaux dans le les gars qui cuivent un petit peu plus. C'est des fois être conscient des solutions, de ce qui va se passer. En termes de concepts qu'on utilisait
où on avait les slams, mais souvent, on incorporait un petit peu où on faisait des pop slams, les gars faisaient un pop-pop, puis ils allaient comme stocker, ils faisaient des slants, ou même principe qu'on a commencé à faire quand des games qu'on allait beaucoup frapper des gratuités à 2 receveurs, ben, on feintait, on gardait notre slot ou notre wide dans le flat, puis notre slot allait comme stocker comme le corner, puis on revenait sur un slant, ça se faisait comme un slant flat. Je pense qu'on avait déjà vu ça aussi, Coach Soup, je pense que Coach Hargis avait commencé à faire de ça sur une clinique. Puis on a commencé à faire ça un petit peu. Mais je te dirais au niveau de second level aussi, mais sur les concepts qu'on bloquait à 5, mais j'aimais mieux le fait d'avoir un tight end ou un wing puis faire ces trucs-là à 6. À 5, c'est pour ça que à moins que ce soit du tout high, ça venait ça puis que je voulais pas des fois que, oui, quand on lisait le will, puis on capable de lancer le premier read, ben tu complètes, mais des fois, quand tu es rendu à hitcher puis lancer ton deuxième stand, ben, ton carrière, des fois, il mange des shots pour rien. C'est pour ça qu'on est allé un petit peu sur cette optique-là. Aussi, ce qui est intéressant, comme tu disais, Matt, c'est des fois incorporer des formations avec des wings ou des tight ends, où là, tu mets ce gars-là vraiment en conflit parce que souvent, il est homme à homme dépendamment de ce que les défensifs font, il est homme à homme, il n'est pas homme à homme. Des fois, c'est contre vous quand on joue contre Dieu, mais c'est pour ça que souvent, on en revenait à des formations avec un tight end weak qu'on ne faisait pas souvent parce qu'on savait que dans votre structure défensive, mais il y avait un HBR, puis c'était le Sam qui venait comme l'adjuster sur le tight end. On savait que si on tombait au second level, si on lisait ce gars-là, puis il sortait de la boîte, il revenait dans la boîte, mais on avait un gars qui était tout seul des fois sur des routes. J'ajouterais là-dessus que souvent, le gars qui va couvrir ton talent, il va être outside leverage, puis c'est lui qui va être des gap defender. Fait qu'il y a déjà le leverage en dedans pour aller courir n'importe quel genre de tracé où on va attaquer la fenêtre du Mike ou du Will, dépendamment du côté que tu y vas. Là. Fait que non, effectivement, ça c'est très nice. Vous en avez parlé un peu, puis Coach Saban, il en a parlé récemment aussi, puis lui, il comparait à... Je vais utiliser ses propos, là. Je ne sais pas si vous avez vu la clip virale sur Twitter où est-ce qu'il compare les offensive coordinators à des terroristes d'Al-Qaïda. Puis... Talibans. Oui, c'est ça, exactement, des talibans. Puis il est rentré, puis il a commencé surtout à parler des gap schemes. Puis ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait énormément à Alabama dernièrement. Puis avec des gap schemes, parce que tu mets... Le linebacker se fait enseigner une certaine technique contre un pull ou un trap, puis là, il faut qu'il... Ça va contre ses instincts, savoir qu'il y a un concept de passe qui arrive derrière lui. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou que vous voulez faire plus dans un avenir rapproché? Moi, c'est mon bread and butter, ça. Moi, c'est mon bread and butter. Puis, je commence à le rentrer aussi en situation où est-ce que s'il follow, ben, je vais m'arranger pour avoir un gap là pour courir avec mon QB. Donc, je ne le fais même plus juste avec une passe derrière. Mais pour moi, ça, il y a des flow defense, il y a des defense qui read les pôles, il y a des types. J'en ai parlé un peu à ta clinique qu'on a fait il y a 2 semaines. Pour moi, ça, c'est quand tu dis des talibans, là, c'est comme. Puis, je me rappelle, quand on parlait du frontside de RPO, Alex, qu'on avait regardé ensemble, c'est comme, comment tu peux arrêter ça si tu es capable d'avoir un clear release de ton receveur du gars qui va attaquer cette zone-là, là, sans te faire jouer un catch du DB ou peu importe. Là, c'est très dur à jouer. La journée où est-ce que tu vois qu'il ne fait juste plus tracker ça, mais tu as l'avantage après sur ta course. T'sais. Donc, c'est un bon... Être un taliban, je ne sais pas si je le nommerais comme ça, là, mais je pense que c'est quelque chose que... je sais que c'est tough à arrêter, mais il ne faut pas que tu oublies qu'il faut lever la balle beaucoup plus avec ça aussi. Il faut que ça soit dans ton... là. Pour moi, un PO, c'est pour courir. Quand on ne l'a pas, on va lancer. Ça fait que ça, tu vas lancer pas mal plus de fois. Fait que peut-être un peu plus red zone, un peu plus des choses comme ça, de sortir quand c'est le temps. Mais moi, c'est une raison. Ou dans le 3 essais comme moi. C'est sûr que là, dans le 3 essais, exact. Pas le choix. Moi, je vais dire que ça ne m'intéresse pas de ce RPO-là, parce qu'au cas que les DC, écoute, ça m'intéresse pas de la merde. Mais non, c'est pas vrai. Je trouve ça nice. C'est des choses qu'on regarde beaucoup en ce moment. Je vais revenir sur ce coach Saban, puis je t'ai inscrit à Night Coach of the Year cette année, le summit virtuel, puis d'un côté, tu avais Saban qui parlait de ça, puis tu te dis, le gars, là, ça fait longtemps qu'il est dans la game, puis c'est comme si
il s'avouait vaincu. Dans le sens que Bama, selon moi, aurait gagné plus de National Championships s'il avait fait ce virage-là plus rapidement. Big time. Puis que lui, qui est un coach défensif pour toute sa vie, là, avec les Bill Belichick et son best buddy, puis qui va admettre de dire « Hey man, il s'est commis, là, vraiment. Il a dit, if you can't beat them, join them. » Puis c'est ce qu'ils ont fait. Puis là, ça fait qu'ils deviennent, à mon avis, totalement inarrêtables. Puis un autre clinique qui était nice, c'était Coach Smart de Georgia. Puis quand tu regardes sa clinique, c'est comme 1 heure de temps où c'est des gars défensifs qui trichent pour tenter de contrer les avantages numériques créés par les RPO. Fait que là, un D-line qui double gap, un backer qui peut flower d'un gap à l'autre derrière le double team, qui va essayer de jouer backside, un post player qui va venir fitter au sol. J'étais comme, aïe, pour vrai, j'ai trouvé ça nice comme idée. Mais je veux dire, c'est extrêmement difficile. Ça te prend tout un joueur de foot pour être capable de faire ce qu'il demande à ces gars. Là, fait que moi, ça fait juste me dire qu'on est dans la bonne direction avec les systèmes qu'on aime quand ça vient de great coach de même. Absolument. On va passer à prochain sujet. C'est quelque chose qui est exploité depuis une couple d'années. Je sais que c'est toutes des choses que vous faites. Aux États-Unis, ça fait plus une couple d'années que ça se passe. Les third level RPO, où on veut lire un DB ou un safety. Aux États-Unis, ils sont forts sur le too high, fait que les safety qui rotationnent, ils aiment ça le lire puis envoyer un post. Parlez-nous un petit peu de vos expériences third level que vous avez faites, puis peut-être les choses que vous trouvez intéressantes puis que vous voulez rentrer dans un avenir rapproché par rapport à ça. Je dirais de mon côté, dans le fond, où on a commencé à penser sur le third level, c'est en termes du split zone, parce que quand il trackait, on avait un slant qui était comme il track en 3-2, je lance mon slant, puis après ça, on le complémentait avec des slogos, puis on a fait un bout avec ça. Ensuite, les équipes sont mis à plus vraiment comme tracker ce gars-là, donc il a fallu comme repenser un petit peu la façon qu'on faisait les choses. Des fois, on utilisait des formations, plus des fois avec des tight end week, où on était en trips, soit en 3-1, soit on ramenait comme on slammait le gars, on slammait le gars vers lui. Avant, on s'aidait pour la motion, décider ce qu'on fait, mais là, on ramenait la motion vers ce côté-là pour, ben là, toi, tu as une décision à prendre. Est-ce que tu vas venir fitter le gap si on va à l'extérieur ou tu vas rester en haut pour doubler mon gars? Quand on a commencé à rajouter un gap de plus weak side, mais c'est là qu'on a commencé à avoir plus de succès, comme les 2 dernières années à Garneau, c'était comme vraiment ce qu'on a changé aussi, c'est qu'avant, on faisait un 3-step slant, puis quand on a commencé à le coacher, on coachait plus comme un 5-step glance route. Si le gars, il ne bouge pas ses pieds, mais on est vraiment ça devient un ski pose vertical, mais si le gars, il drop, mais ça se convertit quasiment en digue. Puis si le QB est intelligent, mais il peut garder à chaque fois parce que si le linebacker il attaque, ben, on s'en fout, il continue d'avoir. Mais si le gars drop, tu lances un ball. Si le gars drop, ben, tu peux lancer le dig au wide out. Si le gars il bouge pas ses pieds, tu lances le post par-dessus sa tête. Ben, c'est quelque chose qui était comme assez payant pour nous. De l'autre côté, nos 3 receveurs, c'est les fois que j'ai essayé des fois de lire le turn level avec le safety, c'était comme un petit peu toujours comme funky. Fait que c'est pas des choses que comme. Je trouvais qu'il y a tellement de variantes de ce que tu vois, des fois sur un terrain canadien, du côté de 3-4 receveurs, que ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ben, c'est pour eux autres mêmes, des fois. Ben, moi, je ne vais pas demander à mon QB de deviner quand moi, des fois, je ne vois pas. Fait que à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on ne s'est pas trop mêlé de ça. Par contre, ce qu'on a commencé à faire, des fois, c'est pas nécessairement du third level, mais c'est un peu des choses que Coach Matt fait beaucoup à Vieux-Montréal. On a commencé à introduire plus de pop pass, parce que dans des situations critiques où on commençait de souvent notre tight end, mais il bloque. Là, on revient à faire du second level RPO, un peu comme un third level RPO, mais c'est le demi-défensif, il couvre-tu le tight end? Je lance, il ne couvre pas le tight end, je pense. On se disait que, à la limite, notre back va battre le backer, c'est comme quand on faisait des trucs comme ça, mais ce qu'on faisait qui était intéressant, puis je pense que Matt a fait aussi, c'est qu'on avait un tight end, on ramenait un wing de ce bord-là, une motion, puis là, c'est comme le tight end, une fois sur 2, il est tout seul, parce que là, tu as un gars qui te traverse, un gars qui vient kick-out, puis là, quand tu varies un petit peu tes looks, puis des fois, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a commencé à incorporer, puis j'ai vu aussi de Matt, souvent aux États-Unis, c'est
ils vont leader sur un backer, puis ce gars-là, après ça, devient comme un peu il fait juste, il pop le wheel, mais il revient vertical, puis comme tu prends-tu ce gars-là sur le lead block ou tu drops avec lui. Fait que, à ce niveau-là, c'est des choses qui sont, pour moi, qui devenaient plus intéressantes que aller me battre contre ce qui se passe des fois sur le free safety. Fait que oui, souvent, on va lire, moi, je disais le week halfback où je trouvais des situations pour influencer des gars de third level sur des pop passes. Moi, de mon côté, j'essaie d'en faire le maximum. En voulant dire, pour moi, c'est une façon d'être agressif le plus safe possible. C'est juste qu'il faut que je trouve le moyen de marier mes jeux au sol. Ça dépend toujours des fronts en qui on joue. Avec ça, pour ne pas avoir de problème avec le conflict player que je laisse dans la boîte probablement à cause que je suis un gars du troisième niveau. Souvent, ça va être surtout des situational sur play, en voulant dire que je sais qu'en deuxième élan, c'est soit un 4-deep team ou un 2-man team ou whatever. Là, je vais tout faire pour lire le joueur que je pense qu'il peut me donner la clé le plus rapidement. Puis je vais influencer ce gars-là ailleurs. À chaque semaine, j'ai des third level RPO différents selon quel type de défensive que je joue. Si je joue contre un des zones de base tout le temps, si je joue contre un 4 de base ou whatever dans ces situations que je veux là, ou un 0, c'est là que je veux jouer ça. Puis c'est comme ça qu'on a eu du succès, nous, je pense, par la passe dernièrement, là, sans lancer beaucoup d'interceptions. On ne force pas le jeu. Mais si je suis capable de voir qu'il y a une tendance énorme sur du 4 deep en deuxième et long, je vois que ce joueur-là, il me donne la clé rapidement, bien, je vais tout faire pour influencer ce joueur-là quelque part, puis je vais attaquer une zone qui va laisser vacante. C'est comme ça qu'on a eu. On est allé chercher, je pense, nos gros gains explosifs. En deuxième essai, surtout, en deuxième et 10, parce que ça ne me dérange pas de coller un jeu au sol aussi, là, si jamais on n'a pas ce qu'on veut. Fait qu'à ce niveau-là, moi, j'essaie de. Parce que c'est pas. On est quand même un gars de plus dans la boîte, là. Fait que c'est pas évident, mais en même temps, je pense que c'est une façon d'être agressif et de les laisser sur les talons tout le temps. Les gars dans la ligue, ils savent ce qu'on fait. Là, je parle, ils savent très bien comment on s'en vient et qu'est-ce qu'on va faire, mais au bout de la ligne, tu attaques un joueur, c'est lui qui stresse. Des exemples, l'année passée, on jouait contre l'équipe, puis ils sont servis en couverture 2, zone. Donc, on a lu, j'avais côté Trips, j'avais un scissor concept, mais avec mon gars qui s'en allait en corner, mais il attaquait le strong safety. Puis on le savait qu'aussitôt qu'il ouvrait ses hanches de ce côté-là, ben, il partait avec. Fait que mon QB, pendant qu'il ridait, je faisais un gap scheme away du conflict player, puis aussitôt qu'il voyait les hanches ouvrir du bord du corner, mais il savait que son poste était wide open. Des choses comme ça. Et on score comme ça, c'est des touchés 60-65 verges en deuxième et 8, deuxième et 7, deuxième et 9. Si je ne la donne pas, ce n'est pas la fin du monde. J'ai un troisième essai si mon jeu au sol va moins bien ou des choses comme ça. Donc, pour moi, je pense que c'est ça qui fait qu'on a ramassé des stats comme ça ou qu'Arnaud a été capable de protéger le ballon l'année passée puis il y a 2 ans. Mais c'est toute une question de complimenter ça avec ce que tu fais au sol. Parce que tu peux te ramasser dans un désavantage numérique assez rapidement. Fait que où est-ce que tu vas attaquer là, ton POA là, sur ton third level RPO, là, mais va-t'en away du conflict player. Peut-être que sur tes talents pin and pull à gauche, ton conflict player est à droite sur les third level. C'est toutes des choses comme ça. Fait qu'à ce niveau-là, c'est ça qu'il faut complimenter. Mais tellement de choses qui se font, comme tous nos third level RPO, on essaie de, ou que ce soit sur un halfback juste avec un bubble slam, c'est super simple. Là. Je me rappelle en 2018, j'avais un halfback très bon, là, mais super agressif. Comme ce gars-là, il pétait nos RSO. Là. Comme il pétait le bloc et il allait faire le tackle. C'était le gars parfait pour nous pour lancer en arrière de lui quand on avait un bubble slam. Puis on a scoré en demi-finale sur ce. On était content parce qu'on s'attendait à ça. Mais il nous a fait plus mal qu'on lui a fait mal, mais il nous a donné le temps de revenir dans le game, mettons, au troisième quart à cause de ça. C'est des choses qu'il faut que tu regardes qui tu veux attaquer, puis pourquoi, puis comment tu veux le faire. Et, comme il nous jouait un front à 7, je n'avais pas le choix d'aller away de ça. Là. Je savais que j'avais probablement le scheme qu'il faisait et son mic qui restait free pour faire les jeux, parce qu'on ne peut pas se rendre à lui avec la 4E backside ou des choses comme ça du zone. Faut que tu complimentes ton jeu au sol à ça. Tu n'as pas le choix, sinon tu vas payer le prix beaucoup, puis tu vas réduire ton efficacité au sol, selon moi. Ouais. Pour ma part,
C'est sûr que c'est le principe de lire un demi-défensif quand je ramène un receveur. Étant donné qu'on est faute de personnel, on était principalement five-hour, un peu comme Pat disait, je peux lire un halfback, ramener un receveur. Fait que pour nous, ça a été principalement un RPO où on courait le ballon parce que plus souvent qu'autrement, la clé qu'on ramène fait en sorte qu'elle nous donne un avantage numérique. Je n'ai pas exploré beaucoup les RPO où je vais prendre vraiment des shots deep, des shots verticales. Quoique, comme on jasait, Glenn Stroud, des fois, peut un peu en devenir une, parce que l'angle va s'ajuster et les gains, tu peux faire avec ça aussi. Mais comme Coach Pat mentionnait, avec un gars comme Rich Argid dans les dernières années, Coach Argid, il sait des choses qu'il fait. Je pense qu'il fait du cap vertical. Je sais qu'à Lévis, Coach Gendreau fait ça à partir de son RPO. C'est des choses que je regarde. Que je trouve... Ils vont outside zone, puis le front side gars, ils bloquent un beau périmètre, ils font deux verticales. Ouais, c'est ça. C'est QB, genre, il fait un shuffle, puis des fois, mais tu l'as chez vous, des fois, il fait des astuces de jeu, mais moi, je pense que à 25%, il mange des crises. Excusez-moi, il mange des grosses shots. Il est encore en santé, fait qu'il est en forme. Oui, exact. Mais c'est comme. Ah, définitivement. Puis moi, c'est sûr que l'idée de laisser quelqu'un dans la boîte qui n'est pas pris, c'est pas quelque chose que j'ai fait à date, vraiment. Fait que c'est pour ça que c'est pas quelque chose que j'ai regardé. Ce que je trouve intéressant dans le principe de Argit, c'est le fait de dire que n'importe quel fulfill concept où tu vas partir ta lecture d'un secondaire ou d'un SAM ou whatever, bien là, tu peux faire. Ça mettant une pause profonde, dans le fond. C'est qu'au lieu d'être en drop-back simplement pour prendre ma première lecture, mais pourquoi pas lire cette première lecture-là à travers un RPO. Ça, c'est ce que j'avais trouvé assez révélateur, le coach Argit. J'étais comme, OK, ouais, ça c'est intéressant. C'est juste des fois au niveau pass-pro, quand si ton first read, si tu passes d'un win, je crois que les gars ont beaucoup de misère de passer, mettons, d'un mic au free. Ouais. Si, mettons, comme coach, il dit, si tu passes, tu bloques à 6, puis tu dis tout de suite ton free, puis tu sais, s'il drop, ben aussi, il passe sur mon corner, je lance le pas. Fait que à ce niveau-là, je sais qu'au moins, j'ai comme ça vient juste un read, tu vois ce que je veux dire. Absolument. Des fois, j'ai eu des expériences, des fois, que le premier read n'était pas ouvert, mais il mange un sac. C'est ça, tu sais. Tout ce qui est troisième niveau, pour moi, c'est plus vraiment à travers les play-action qu'on va vraiment travailler. Ça, c'est un... Je reviens sur Coach Sarkisian. Pour eux, c'est énorme, je pense, les play-action dans ce qu'ils font. Puis on s'éloigne du sujet, mais pour moi, c'est ça qui est un peu la façon d'attaquer verticalement, tout en donnant exactement la même image qu'on donnerait dans notre RPO. Je te dirais que les commentaires défensifs sont tellement interdits que... Ils vont dire que c'est un RPO. Ou, quand tu fais des RPO, ils disent que c'est un play action. Un nombre de fois, je sais obstiné avec mon chum Frank Boivin. C'est un RPO ou un play action? J'ai dit Frank, c'est un RPO. Non, c'est un play action. Je disais Frank, c'est un play action. Non, c'est un RPO. Laissez breaker ta game, Frank. Ah, c'est ça. Merci, messieurs. On va aller au dernier sujet qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des backsides par rapport aux frontside RPOs. On a déjà touché le sujet un petit peu. Coach Dumoulin, Coach Surprenant disait que vous étiez assis ensemble. Vous autres, je sais que Coach Dumoulin, tu en fais beaucoup en gap scheme. Donc, veux-tu nous parler un petit peu de tes frontside RPOs? Oui, mais c'est sûr que ouais. Avec le temps, je pense que j'ai commencé à avoir des choses que, surtout côté gap scheme. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui prend le gap scheme. Là. Je ne dis pas que c'est mieux au sol ou que c'est mieux. Je pense que ça complémente mieux ce que nous, on fait. Et au niveau de l'alignement, au niveau de ce qu'on a sur le terrain aussi comme personnel. Et après ça, ça complémente ce qu'on veut être aussi. On veut être explosif. Donc, je me sers beaucoup de ça. Puis, c'est drôle parce que j'ai rencontré un coach dernièrement, coach U Sports, un DC, puis là, il disait, regarde le RPO, si je m'aligne comme ça, là, du bord du back, puis c'est correct, je vois, mais de l'autre bord. C'est comment ça de l'autre bord? En voulant dire, pas de RPO frontside. Là, tu te rends compte qu'ils ne peuvent pas tout arrêter. T'sais. Donc, des fois, ils vont mettre beaucoup d'énergie. Des fois, tu vas voir du monde jouer du man, du bord du back, puis du zone du côté play side. C'est magnifique. Là. Fait que, tu peux te servir de ces choses-là, tout en influençant avec ton gap scheme dans la boîte pour créer de l'espace, dépendant des alignements aussi. J'essaie d'attaquer partout, puis en même temps, on essaie de ne pas rendre les choses trop compliquées. Là. Si dans un game plan, moi, je trouve que c'est ce joueur-là que je veux attaquer, puis qu'il a passé le 3/4 de la game, play side, ben, je ne peux pas l'attaquer. Donc, faut que je trouve des moyens d'aller chercher ce joueur-là avec des alignements, puis c'est comme ça qu'on veut faire les choses.
tant au sol que sur la passe. C'est la même chose sur la passe, sur les RPO, je veux dire. Là. Comme si je veux courir ce gars-là, ben, je veux autant RPO un gars. En dire, comme dans mon game plan, je dis OK, comme je veux courir lui, RPO, je veux RPO ce gars-là. C'est comme que ce soit play side. C'est aussi simple qu'un lock zone, admettons, ou un insert, où est-ce que tu lead, au lieu d'aller le bloquer, mais comme tu les linebacker, puis ton gars il continue en signe, ben, comme s'il descend, il donne tout de suite après en pas de passe, des choses comme ça. T'sais. Souvent, c'est les bons joueurs qui t'attaquent. Comme la première chose que je fais, je regarde qui a le plus de tackles et pourquoi. Toujours en mode, il est tout le temps agressif et tout. C'est ces joueurs-là que tu veux attaquer. C'est pas une question de talent, c'est une question de discipline aussi. Aussi, c'est une question de à quel point que ce gars-là il est là pour arrêter les jeux de passe aussi. Là. Donc, tu essaies de jouer avec ces joueurs-là. Puis des fois, ben, il est placé plus souvent qu'autrement. On faut amène des solutions à ça. Tout simplement. Donc, moi, j'essaie d'être capable d'attaquer partout. Puis je sais que de laisser un joueur dans la boîte, ça peut faire peur en bloc. Backside, ça peut faire peur à beaucoup de monde. Puis je comprends pourquoi. Puis c'est pour ça qu'on insère beaucoup de gap scheme à ça. Ou est-ce qu'on va avoir des alignements dans la boîte aussi? Ou est-ce que je peux mettre un tight end backside pour éloigner ce joueur-là? T'sais? Donc, j'essaie de trouver le meilleur des mondes pour éviter d'avoir je contrôle le dommage de ce joueur-là si jamais je le laisse en bloc. Parce que dans le fond, quand c'est un D-gap defender, il est plus loin. Ce qui est plus dur pour moi d'en faire voir dans ce que je faisais dans le passé. T'sais. Il y a des équipes que quand ils vont jouer en zone, mettons une side zone, ils jouent contre un hot defense avec des linebackers à l'extérieur de la boîte, ils vont les lire ou ils ne les bloquent pas. Ils vont être man blocking finalement, justement, puis ils bloquent les 3 joueurs, les 5 joueurs dans la boîte. Ça revient au même principe. Mm-hmm. Ça revient au même principe, comme tu ne le bloques pas. C'est des choses comme ça là, que tu peux voir. Là. Pour ma part, j'ai déjà répondu. C'est sûr que j'étais très, très, très backside. Je pense que c'est important d'avoir un équilibre, comme coach Matt vient de parler. C'est quelque chose vers lequel on s'en va. Je pense que c'est un principe aussi, dépendamment où tu es rendu avec ton équipe. C'est sûr que moi, year one à Concordia, je ne pouvais pas tout faire. Fait qu'il y a un moment, il faut que tu fasses des choix. Puis c'est de l'évolution de système puis d'insertion au fil du temps. Les gars qui deviennent confortables. Puis les affaires là. Pat, tu parlais de one-word plays plus tôt. C'est des trucs. Ça, on va aller un petit peu vers ça aussi parce que les gars sont plus confortables. C'est plus facile pour eux de se souvenir des principes. Ouais, pour nous, je pense que backside versus frontside, c'est un équilibre qui est la clé. Nous, dans le fond, backside, frontside, c'est dans le fond, nous autres, quand on est joué au périmètre, mettons outside zone, jet sweep, mais on avait juste toujours un backside. Quand on avait des jeux qui sont à l'intérieur, comme 80% du stock qu'on faisait, mais on servait de trucs frontside, ce qu'on avait des built-in, nous autres, c'est juste de base, des concepts, c'était soit slant dig, ou slant in ou slant in. Je te dirais qu'on de game en game, des fois, on game planait que on s'attendait des fois à avoir plus de man, on collait un switch release entre le 2 puis le 3 ou le 1 puis le 2, mais c'était le même. On avait un beater par semaine. Mais ça venait quand même prévisible. Les gars, ils savaient, le back way, c'est un slant. C'est pour ça qu'on a commencé l'année dernière à revenir plus sur on gardait un peu notre backside, mais des fois, le tag parlait backside. Souvent, on gardait les choses plus simples backside, mais frontside, le tag changeait sur nos jeux de base, ce qui se passait frontside. C'est à ce niveau-là qu'on a commencé un peu à ramener notre quick game, qu'on mettait notre quick game frontside. On garde notre temps. Si pre-snap, mais j'ai quelque chose frontside, mais je peux prendre quick game, puis il est là. S'il n'est pas là en quick game pre-snap, mais je peux revenir à. Ça me donne, c'est un peu comme c'est un next level pour nous autres que c'était aussi pour que les défensifs sachent un petit peu comme en demi-finale ou même au bol d'or qu'on glaçait. Les gars savaient frontside, même si on bougeait notre back, à la fin, il est là. Un jour ça, j'ai des stands, les gars, ils trichaient. Il fallait être plus agressif des fois, de créer des jeux avec double move. Ou présentement, ce qu'on a dit de faire, c'est plus ramener un peu notre quick game puis taguer, juste avoir un tag, puis ça te permet de pouvoir. Les QB aiment ça, quand c'est un concept quick game qu'ils connaissent, qui ont à l'aise, mais ils vont le prendre plus que des fois. C'est toujours les mêmes slants, je suis pas sûr, là, c'est 2 hooks, quand il me le donne, moi je le lance. C'est un petit peu comme ça qu'on va au frontside. Sinon, quand on n'a jamais été vraiment fait à part, on parle un peu de frontside read des fois, parce que tu sais, comme on bloque notre back est à droite, mais je lis un gars de l'autre côté. Ça, j'ai jamais, j'ai toujours trouvé ça difficile.
Pour moi, frontside a toujours été pre-snap. Par contre, ce qu'on demandait au QB, c'est ben, tu prends ton one step et tu piques. Tu as de l'air de le mâcher, mais tes yeux sont tout le temps comme si c'est pre-snap, juste la mécanique sur ton punch one que tu fais juste un pic. C'est à ce niveau-là ce que. Messieurs, merci beaucoup. On va y aller. J'ai une dernière question pour vous avant de finir. Là, je n'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas que vous vous prépariez. C'est 4e essai et 7 verges. Alors, je vous mets en contexte. J'ai besoin de savoir c'est quoi votre play call. Pour toi, coach Surprenant, c'est 3e essai et 7 verges. C'est 4e essai et 7 verges. On est au 28 de l'adversaire. On perd par 2 points. On a un temps d'arrêt. Donc, tu n'as pas besoin de lancer au sideline. Tu peux lancer middle of field. Tu peux courir la balle si jamais c'est ce qui te tente. Tu perds par 2 points. Tu es en position pour avoir un field goal, mais ça te prend un first down. On va commencer avec toi, coach Surprenant. Qu'est-ce que tu calls pour aller chercher le first down? 3 et 7. Ben, c'est sûr que tricky question, c'est une bonne. Ça va, dans ces situations-là, je pense que ça va tout le temps dépendre du scoring report que tu vas avoir de ton gars, du gars devant toi. C'est ça que je répondrais. Là, fait que c'est sûr que si c'est un gars que je vois qui pourrait me donner un box un peu plus light, ben, le RPO, il reste intéressant parce que c'est pas si pire. C'est comme un petit 3 et long. Si c'est un gars qui ne fait pas ça tant que ça, ben là, je pense que tu n'auras pas le choix de drop back, là, personnellement. Donc, bonne question. Ça, je te dirais que ça dépend. Si je joue Montréal qui fait du two-man puis du four, ben oui, peut-être que là, j'ai mon RPO classique, second level, ou que je me ramasse à lancer un quick. Alors que si je joue un one-eye team avec un box à 6, ben, peut-être que je suis plus en full field concept avec quelque chose que je peux attaquer, un premier read rapide qui me fait bouger les sticks. Là. Merci, coach. Coach du Moulin. J'ai fait du mieux que je pouvais. Oui, ben c'est ça. C'est tout un rapport avec le scouting report contre qui tu joues, là. Mais c'est sûr et certain que contre quelqu'un qui va être un peu plus agressif, tu veux maximiser ta passe pro, puis avoir du rob un peu plus, ou t'assurer d'aller chercher cette verge-là sur ton quick. T'sais. Donc, peut-être un stick call là, sur le down stick de call, ça c'est sûr et certain. Peut-être quelqu'un qui joue un peu plus de monde en couverture. Sachant que c'est du zone, ben, c'est peut-être de bouger la pochette un peu plus, peut-être gagner un peu plus de temps sur tes concepts de zone beater, tout simplement. Puis avoir l'option de courir si jamais ils sont pas assez agressifs aussi avec ton carrière. Merci, coach. Coach Pat. Nous, dans le fond, je serais en quad. Déjà prête, moi quad, dang, dang, dang. Quad avec le back en gun week. Dans le fond, je parle un QB draw parce que la ligne va vers le back, puis le back il va bloquer le mag de l'autre côté en cross read. Puis dans le fond, si je vois que j'ai une situation match-up 1 contre 1, ben, de base, j'ai mon glance de caller, mais je peux changer mon isolation à ce qu'il me donne. Si jamais ils sont en press, ben, je vais peut-être, même si 4 et 7, j'ai un gars 1 contre 1, si c'est mon meilleur gars contre le gars qui n'est pas protégé, peut-être le prendre. Sinon, mais je vais lire là, je vais faire un cross-read, je vais lire mon Mac qui est comme avec un concept strong side. J'aurais peut-être même une gratuité, mais j'aurais un concept à 4 où si mon Mac il drop, mais on a QB draw avec un casque contre le safety, ou sinon, à la limite, mais dans le pire des cas, mais je peux courir mon QB draw parce que je sais que mon gars va pousser probablement vers le quad. Je pense que l'option du QB run, là, comme draw, ou moi je parlais du roll-out, puis il peut garder pour courir, c'est intéressant dans ce cas-là. Là. Ouais. Merci, messieurs, d'avoir participé à la première édition du podcast Derrière le Playbook. J'espère que les auditeurs ont apprécié, puis on se redonne rendez-vous prochainement. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était comme mon bol d'or pour moi cette année. Fait que, Merci, Joe, c'était le fun. Merci. Merci, les boys.